J'attends que le Moutle Rouge, nous fasse un signe, un appel de fumée. C'est bon, on est en live. Ah, mais il était déjà là, en fait. Il est là depuis 20h55, c'est le premier à avoir commenté. Le Moutle Rouge, déjà? Ouais. Ah là là. Il y aura un nouveau setup bientôt, d'ailleurs. Je vous fais l'annonce, puisque je suis un jeune converti à l'église du Seigneur. Ah non, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines que je me fais livrer. Bon, bah alors je fais pas encore l'annonce. Mais je me suis dit, je vais simplifier mon setup. Puisque mon setup, là, c'est un super micro, c'est un super appareil photo, etc. Mais comme je suis un gringo, je sais rien faire de ça. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais mec, t'es con, hein, tu prends un Mac, tu prends un iPhone, et ton iPhone, c'est une caméra, surtout que l'iPhone Pro, machin, c'est une super caméra, et que maintenant, il y a un USB-C que tu peux mettre dans ton iPhone. Qu'est-ce que tu nous fais chier à avoir 3000 balles de matos, alors que tu sais pas t'en servir et que t'es pas un professionnel. Et effectivement, j'ai dit oui, monsieur, je suis un gringo. Je vais vous écouter, monsieur. Et donc, voilà. Donc, on va tester ça ensemble quand je recevrai le nouvel iPhone. Magnifique. Puis un setup, full Apple, ça ne peut être qu'un bon setup, de toute façon. Ah, bah, la grande église du Saint-Steve, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est ce que je disais la dernière fois sur Twitter, je les ai quasiment tous eus, il y a dû avoir 1 ou 2 années où j'avais pas le besoin de le changer, mais chaque année, en général, je revendais l'ancien et je mettais 100 €, 200 € de plus et j'achetais le nouveau, tu vois? Et c'est vrai que quand j'avais débarqué à l'époque où, j'étais en taf la nuit en plus avec ce petit iPhone 1 qui valait, chez les opérateurs 250-300 € avec un abonnement de 12 ou 24 mois et seul, il devait être à, je sais pas moi, 400-500 €. C'était déjà pas mal pour l'époque puisque là, on parle À d'une l'époque, c'était une vingtaine d'années en fortune, hein. arrière. Ouais. Ouais, moi, j'avais pas du tout les moyens de me payer un iPhone à Bah, l'époque. écoute, moi, je Premier. m'étais saigné comme d'habitude. D'ailleurs, plusieurs fois, ça m'est arrivé même, j'avais genre 1 000 ou 2 000 € sur le compte. Il y avait le nouveau MacBook qui sortait et je finissais souvent, ric-rac juste pour, avoir, testé le dernier MacBook. Enfin bref, ça remonte pas à hier. Mais, voilà, globalement, c'est vrai que c'est quand même un appareil qui, en tout cas sur les premières itérations, aura changé, la donne de ce qui nous était proposé à cette époque. Après, est-ce que maintenant ça vaut le coup de changer tous les ans? Bien évidemment que non, mais Bah, voilà. moi, je change pas pour tous les ans, pas pour des raisons de moyens. J'ai de la chance de gagner ma vie et franchement, moi, j'en ai pas honte. Franchement, je suis fier de ce que je fais et je suis fier d'avoir les moyens et je viens pas d'un milieu extrêmement aisé, non, mais pas non plus la zermie la plus totale. Hein, faut pas déconner, je suis pas là pour vous faire tirer des larmes. Mais moi, ce truc français de faut prétendre être pauvre, allez vous faire foutre en fait. Je gagne ma vie et je suis fier de comment je la gagne, donc pas de souci là-dessus. Après, c'est des raisons écologiques. Moi, je change tous les 3 ans parce que j'aime bien la nouveauté. Là, je suis sur le 10 Pro de OnePlus, je crois. Je l'ai eu il y a 2 ans, si je dis pas de conneries, peut-être l'année dernière. Non, je crois qu'il y a 2 ans. Donc je triche un peu, parce que j'ai pris l'iPhone. En même temps, j'ai une pétition à la maison, j'ai une pétition sur les réseaux sociaux. Les gars, franchement, votre secte, elle est vénère. Donc j'aurai les deux pendant un an. C'est pour ça que tu Et étais pas là pendant 2-3 semaines, on t'avait kidnappé et on a fait le bah ouais, job. les gars, ils m'ont kidnappé, ils m'ont torturé jusqu'à que je passe commande sur le site d'Apple. Mais voilà, j'ai prévu d'avoir, puisque en fait, j'ai une entreprise aussi, donc j'aurai un des téléphones qui sera pro et uniquement pro. Et j'ai deux cartes SIM hein, déjà, puisque j'ai un numéro pro et perso. Et un des téléphones qui sera perso et uniquement perso. Et pendant un an, je m'engage à utiliser le Apple et le Android. Et l'année prochaine, on verra lequel je préfère. Voilà. L'essayer, c'est, l'adopter, hein. C'est comme Tesla, là, il y aura pas de retour en arrière, tu es foutu, hein. Eh ben, on verra bien. Alors, en tout cas, je fais déjà les 2 sur le côté PC, puisque, là, je vous parle depuis, un Alienware, puisque je jouais aussi beaucoup aux jeux vidéo. Donc, quand malheureusement, j'ai le temps, ce qui est de plus en plus rare. Donc j'ai une grosse tour avec une grosse carte graphique et blablabla, pour faire des beaux graphismes en ultra, alors que je joue comme un gros casu. Mais bon, chacun son truc, hein. Il y en a qui ont du matos et qui ont pas le talent, et souvent, c'est le contraire. Il y en a qui ont du talent, mais pas le matos. Je suis côté PC et je vous parle depuis le côté PC, mais pour des raisons de sécurité, chez AV, on a tous exactement le même matériel pour déployer les AIP et faire les smart contracts. Ce sont des Mac Pro
Donc là, en ce moment, on est tous sur le MacBook Pro M1, qui est celui de l'année dernière, c'est ça? Ou il y a 2 ans? Ouais, Je crois ça que je a l'ai eu, 1 ou 2 ou un ans truc comme maintenant, ça. puisqu'ils ont sorti le M2 cette année, donc c'est pas si vieux, hein. Donc voilà, c'est des raisons de sécurité. On a tous exactement le même matos, on sait comment il fonctionne et on a décidé que c'était ça. Et du coup, je déploie mes AIP et mes smart contracts sur le MacBook que j'utilise depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, je sais pas. Et du coup, je zappe entre les deux, entre le côté perso, journée normale, et le côté code et déploiement et pro sur Mac. Et franchement, j'aime les deux. Et euh, je dois te dire que Apple, il commence à m'avoir parce qu'ils ont l'air de se lancer dans le jeu vidéo. Et ça commence à me dire que si Apple, ils ont le jeu vidéo, là, le PC, ça va être compliqué pour eux. Ouais, c'est vrai que ça a toujours été la problématique, hein. Au final, je me souviens, quelques années en arrière, à chaque fois, on devait installer un logiciel qui permettait d'installer Windows sur une autre partition. Et maintenant, je crois qu'ils le font avec Parallels ou un truc comme ça. Mais bon, dans tous les cas, ça a toujours été assez difficile de jouer sur Mac et il y a très peu de portages natifs. Et bien que, par exemple, Blizzard, si je dis pas de bêtises, a porté World of Warcraft, Hearthstone, Diablo. Il y en a quelques autres, donc en général, eux, ils sont portés, mais ça reste assez cloisonné à une dizaine, vingtaine de jeux, quoi, les Eh natifs Mac. ben, il y a Kenza LDR, essaye de prendre un pseudo prononçable la prochaine fois, mais tu te reconnaîtras, qui dit il y a GeForce Now maintenant, de toute façon. Et effectivement, on m'a montré ça récemment. GeForce Now, en fait, c'est du streaming, c'est du cloud computing ou du cloud gaming. À l'époque, en France, ça s'appelait Shadow. Je sais pas si tu as connu ça. Ouais, C'était ouais, pour ouais. 30 € par mois, tu avais une 1080p et tu avais une petite boîte chez toi. Malheureusement, je crois qu'ils ont fait faillite. Ils se sont lancés juste avant la pandémie. Et après, il y a eu la pandémie, il y a eu les mineurs de crypto qui ont voulu, qui ont voulu acheter toutes les cartes graphiques et c'était pas le meilleur moment de lancer une boîte comme ça. Mais on les salue. Hein. Shadow, c'était un bon truc. Moi, c'était pas disponible au Portugal, hein, donc j'ai pas pu l'essayer. Mais apparemment, Nvidia. Donc, c'est eux qui font les cartes graphiques. Donc, a priori, ils ne seront pas en pénurie de 4090 ou etc. Pour 29 € par mois, te permet d'avoir l'équivalent d'un super PC en tant que tu as une connexion à peu près stable d'un super PC. Et en fait, ça vaut le coup parce que ça coûte tellement cher un PC de gamer. Aujourd'hui, une carte graphique décente, alors je ne parle pas des 4090 Founder Edition, là c'est vraiment les gens qui ont beaucoup d'argent, qui dépensent plusieurs milliers d'euros, mais aujourd'hui, une carte graphique gaming qui fonctionne bien, c'est compliqué à choper. Il faut empiler les centaines d'euros. Et je sais que Capet, qui est aussi dans la communauté, il s'y connaît bien mieux que moi et j'avais fait une émission avec lui, on en avait parlé un petit peu de jeux vidéo, etc. Il arrive à sortir des configs raisonnables à des prix raisonnables, moins de 1000 €. Mais aujourd'hui, si on veut de la performance et un truc que tu changes pas tous les ans, ou tous les 2 ans ou 3 ans, mais que tu as quand même des super graphismes, des super performances, faut aligner les euros, quoi. Et le truc, c'est que 29 € par mois, avant que tu compenses un PC à 1000, 1002 €, parce que en gros, c'est ce que tu payes, hein, tu accèdes à une config de 1002, 1003, 1005 €, 1500 €, il faut un sacré nombre de mois à 29 €, et cette config-là, elle ne durera pas aussi longtemps que le nombre de mois à 29 € qu'il faut empiler. Donc, ça peut être un deal intéressant si on est gamer. Après, si on n'est pas gamer, voilà. Et pourquoi j'en parle? Parce que, a priori, ça marche sur Mac, de ce qu'on m'a dit. J'ai pas essayé, mais si ça marche sur Mac, là, ça commence à devenir très, très intéressant d'avoir des Apple. Ouais, et on va voir comment ça va se développer pour ce côté-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps et malgré tout, depuis les puces justement M1, M2, on voit qu'on est en train de rattraper ce gap-là sans avoir besoin de cartes graphiques dédiées. Donc, il y a aussi un monde qui est en train de se jouer et de s'ouvrir totalement sur du chip intégré et qui va Mmh. permettre de faire et du gros computing processeur pur et derrière de plus avoir les fameuses cartes graphiques qu'on a dans nos PC actuels et qui pèsent plusieurs kilos. Quand même, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas de ton côté, tu montes un ordinateur, maintenant ils te fournissent une espèce de règle en fer pour Ouais, ouais, j'ai pouvoir ça, mettre des moi. contreforts sur la carte graphique pour qu'elle tienne. Donc, on a atteint un point là où, au bout d'un moment, et quand il te faut pas 600 watts requis juste pour la carte graphique pour la faire tourner, donc ça devient Exactement. un peu chaud.
Après tour d'horizon, parce que le pigeon, j'ai acheté le AirPod qui sont dans mes oreilles, puisque j'avais avant les AirPods génération 1. Mais attends, quitte à être un pigeon, j'ai le génération 2, mais USB-C, qui sont légèrement mieux. J'ai envie de dire, Ouais, si vous n'avez pas d'AirPods, prenez ceux-là, ils sont vachement bien. Si vous avez les AirPods génération 1, gardez-les. C'est franchement, il n'y a pas de différence significative au niveau des sons. Je suis pas particulièrement pas de différence, mais j'ai mis un petit fantôme. Vous pouvez pas le voir à l'écran, si non. Enfin voilà, il y a si là peut-être. Ah non. ah, Bon, j'étais sûr que tu allais le mais mettre. voilà, J'ai il y a hésité le moi petit aussi quand fantôme j'ai. de AV dessus. Voilà, c'est la référence. Moi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'était gratuit la gravure. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus Ah là. voilà, voilà, il y a les rageux d'Android qui disent c'est une chaîne crypto ou Apple et c'est la rentrée, on vous parle de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Bah oui, Si vous êtes, c'est libre antenne, c'est comme c'est chez libre antenne. Diffoul C'est ou exactement. Il revient la semaine prochaine, Manu, la vraie rentrée. On va parler de choses très techniques, etc. Ce sera la semaine prochaine. Là, je suis juste heureux de vous retrouver. Ça fait quelques semaines que j'étais parti. Je suis parti en Germanie, chez nos amis à Berlin, pour la conférence d'Apcon, qui était vachement bien. Et ensuite, je suis allé à Paris pour les élections, enfin la rentrée de la DAN, qui est l'association qui représente les acteurs des cryptoactifs en France et dans la francophonie en général. Et donc voilà, j'étais en vadrouille depuis quelques semaines et je suis bien heureux de rentrer à la maison et ouais, et c'est de vrai que vous ça faisait un retrouver. petit moment. Ouais, c'est clair. Ça faisait un petit moment et puis, même nous, on avait levé un peu le pied. Je crois qu'on en faisait une semaine sur 2 là. On a loupé, quelques lundis, mais bon, en même temps, l'actualité a pas été si folle, hein, on le voit en même temps que finalement les graphiques et tout ce qui se passe depuis quelques semaines, voire quelques mois désormais, c'est assez mou et on va voir peut-être que le mois d'octobre va s'ouvrir sur un peu plus de volatilité de nouveau parce Bah, qu'on a historiquement, des le mois de échanges. septembre est pourri pour Bitcoin. Je Oui, ne crois pas que sur les 7 dernières années, on ait eu un mois en vert en septembre. Je crois que c'est le mois de l'enfer de Bitcoin. ouais, c'est un des mois les plus pourris, ouais. Ouais. Donc voilà, on peut accumuler, faire ses devoirs, rentrer tranquillement avant le mois d'octobre. Tranquille. Mmh. J'essaie de remonter au niveau des questions. Il y avait une question vers le tout début. D'ailleurs, j'en profite, je suis pas sur le chat de Twitch, mais merci à tous ceux qui ont sub. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de subs. On va rentrer dans le vif du sujet, la crypto, justement. Pourquoi le GHO, le Go, le stablecoin de AAV, peine à atteindre le PEG? Et peut-être ça serait bien de rappeler aussi à quel point il est surcollatéralisé malgré tout Eh et la ben, je vais mécanique qu'il y a derrière actuellement qui permettra de comprendre, que ça soit pour les débutants ou les plus confirmés, de comment justement est en train de s'équilibrer le Go, quoi. je vois que vous voulez rentrer dans les choses sérieuses. Moi, j'avais plein de choses à vous raconter encore, les films au cinéma, etc. Mais non, non, Ouais, bah t'inquiète, vous on voulez que peut je faire vous, une émission de 2 heures, hein. bah oui, vous voulez que je vous parle de, ah là là, de choses bassement matérielles. Bon, d'accord. Alors, laissez-moi vous partager mon écran, puisque on va parler de données ensemble. Et je vous présente un site communautaire. Ce qui est bien dans la finance décentralisée, c'est que toutes les données sont vérifiables et accessibles. Donc là, je vous montre le Go. Normalement, vous le voyez à l'écran. Effectivement, je l'ai dans mon C'est good. retour. Et on voit qu'il y a 22,7 millions de Go, ce qui est pas énorme hein, pour un stablecoin. Hein, c'est le début. Hein. On est aux quelques semaines. Je crois le Go à 6 semaines, 7 semaines peut-être. Enfin, moins de 2 mois, je pense. Il y en a un petit peu en circulation. On est presque à 98 centimes. On voit que ça a un petit peu baissé. On est sur des toutes petites variations. On est un stablecoin. Hein, donc, ça a l'air d'être des grandes bougies, mais en fait, on zoome beaucoup sur le 1 heure. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont acheté du Go, ça a remonté à 98 centimes. Il y a des gens qui ont vendu du Go, c'est descendu à 97 centimes neuf, donc 0,01 centime en dessous. Et aujourd'hui, ça a oscillé entre 97,8 et 98,2. Donc on n'est pas exactement à $1, mais on n'est pas loin. On est à 2 centimes d'un dollar. C'était moins bien avant. Puisqu'il y a eu quand même une période où on est descendu jusqu'aux 96 centimes, ce qui commence à puer pour un stablecoin. Un stablecoin
à 2% au-dessus, 2% en dessous, on s'y attend, c'est normal, c'est les fluctuations du marché. Au-delà de 2%, on commence à s'inquiéter. Au-delà de 5%, on commence à dire bof. Hein. Et un stablecoin à 90 centimes, c'est pas un stablecoin. Donc, ça évolue. Qu'est-ce que c'est le Go en particulier? C'est un stablecoin surcollatéralisé. Et là, on voit que derrière chaque Go, il y a 2,45 $. Donc, en fait, même si la valeur de marché, c'est 98 centimes, si on achète un Go et qu'on le redeem, alors on ne peut pas le faire directement, c'est lié à une dette sur collatérisation. Il y a des gens qui déposent des actifs sur AV et qui empruntent du Go en échange. On a 2,45 $ de collatéral en moyenne derrière chaque Go. Et on peut même aller dans le détail des choses. Ce collatéral, c'est quoi? Parce que tous les stablecoins n'ont pas un collatéral de qualité. Sur le Go, on a en ce moment essentiellement de l'Ether, donc pour 25,8%, essentiellement de l'Ether staké pour 32,43%. WSTH, c'est chez Lido, hein, c'est de l'Ether staké chez Lido. On a un petit peu de Bitcoin quand même, 18,45%. Comme quoi, tous les Bitcoiners ne sont pas maximalistes. Il y en a qui utilisent la défi, hein, on les salue. Hein. C'est ceux qui ne sont pas fermés d'esprit. On a un petit peu de Rocket Pool Het, de l'Ether staké chez Rocket Pool. Donc là, on est déjà à 80% hein, de tout le Go hein, quand on fait les additions. On a un petit peu de SDAI, donc du DAI de MakerDAO qui a été staké du côté de MakerDAO. Et puis après, voilà, on a des plus petits collatéraux. Donc l'USDC, 2,8%. CBET, de l'Ether staké chez Coinbase, 2%. Donc c'est beaucoup plus petit. Du AV quand même, hein, parce qu'on est à la maison. Hein, il faut pas en avoir honte. Hein, on est chez nous et c'est bien qu'il y ait un petit peu de AV dans le Go. On en est fiers. C'est mieux qu'il n'y ait pas 80% de AV dans le Go, mais 2%, moi, je le prends avec plaisir. Il y a les amis Chainlink qu'on aime bien à 82%. Et enfin, l'USDT, le Tether, qui est à 1,2%. Et si on va dans les encore plus petits, on a le LUSD pour 62 000 $ pour l'instant, mais voilà, qui fait sa petite place petit à petit. Donc ça, c'est les collatéraux qu'il y a derrière le Go. Donc on est quand même sur de la plutôt bonne qualité. Et la question de pourquoi c'est pas exactement $1, tout simplement parce que c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, imprimer du Go, ça coûte 2,5% par an. Si on n'a pas de stack AV, si on a du stack AV, ça coûte 1,77%. C'est beaucoup moins cher que tous les autres. Et du coup, aujourd'hui, le marché préfère payer, et en plus, c'est un taux fixe. Donc, c'est 2,5% défini par la DAO. Alors, ça peut changer par les décisions de gouvernance, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain selon la liquidité, l'offre et la demande. Ça va être un taux qui est un peu fixe. Et du coup, aujourd'hui, le marché accepte de perdre 2,5% de taux d'intérêt sur l'année et en plus 2% de frais fixes, entre guillemets, de vendre son Go à 98 centimes. Il préfère ça plutôt que payer 5% pour emprunter du DAI, ce qui est le prix aujourd'hui un petit peu sur les marchés de type DeFi, ou payer 5-6% pour emprunter de l'USDC, de l'USDT. Donc aujourd'hui, on a un petit peu ce truc, c'est que comme c'est pas cher à emprunter le Go, les gens préfèrent emprunter du Go et le revendre contre d'autres choses pour aller chercher des monnaies fiduciaires, pour aller acheter des Ethers, pour aller faire ce qu'ils veulent avec. Et aussi, il y a une réalité, c'est que pour l'instant, comme le Go est jeune, il y a 50% de la masse monétaire du Go qui est en liquidité. Donc on a vu qu'il y a 22 millions de Go à peu près, plus ou moins, voilà, 22,7. On voit qu'en liquidité, donc dans les balancers, dans les curves, dans les Uniswap, dans Maverick, etc., il y a 11,2 millions de Go. Donc 50% de tous les Go sont en apport de liquidité actuellement. Et qu'il faut 3 millions de dollars. Donc presque 10% de tout le supply pour faire bouger le Go d'1%, à la hausse comme à la baisse. Donc on est sur un truc qui commence à se stabiliser, mais qui est encore tout petit. Il lui faut du temps d'arriver à la maturité. Si on arrive à la même conclusion dans 4 mois, dans 5 mois, dans 4-5 mois, quand on sera à 6 mois du Go, là on pourra commencer à se dire pas ouf, le Go, il est encore bien en dessous du PEG. Même si à 2%, on est encore dans les zones qui sont acceptables, mais on préfère un stablecoin qui est à 90 centimes, qui est à 1,01 $ ou qui est le luxe ultime à 1$ pile. Il ne sera jamais à 1,0000, hein. Il sera toujours un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais ça, c'est normal. C'est les fluctuations du marché. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Toutes ces données sont accessibles. Normalement, vous avez le site qui s'affiche. Non, il ne s'affiche pas. Je vais vous le mettre sur le chat. Comme ça, vous l'avez.
Et comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et non, je ne peux pas vous le mettre sur le chat, je me suis fait modérer. Bon, bah voilà, vous pourrez le trouver, je le mettrai sur Twitter. De toute façon, c'est av.tokenlogic.com.au. Il y avait Yannick qui demandait pourquoi Binance a cramé 500 ETH de fees en 30 minutes la semaine dernière, faisant exploser les frais. Bah, on saura jamais. c'est Ils malheureux. se sont foirés, je pense. Mais il y a quelqu'un qui va chercher de l'emploi. Hein. Il y a quelqu'un qui va être à Pôle emploi, ça c'est sûr. Hein. Il y a un ingénieur qui a lancé un script. Et ça arrive dans le monde du développement, mais malheureusement sur la blockchain, quand on se foire comme ça, l'argent il est parti pour de vrai. Et il a lancé un script, et à mon avis, il est parti en pause déjeuner ou parti en pause café. Il a mis son portable en silencieux parce qu'il n'avait pas envie d'être dérangé. Et voilà, pendant une demi-heure, son script, il a fait des dégâts, quoi. Et ça a coûté 875 000 $, je crois, à Binance, d'équivalent Ether. Et voilà, cette personne va chercher un nouvel emploi et de belles opportunités dans les mois, dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est triste, mais c'est la vie. Bah, qu'est-ce que vous voulez? La blockchain, elle marche quand même. Si quelqu'un décide de payer 800 fois le prix normal, bah, ça marche quand même. C'est juste que ça coûte plus cher pendant une demi-heure, c'est pas grave. Et ça rémunère, ça récompense ceux qui sont Moi, en tant que staking. staker, Ouais. franchement, fais ça tous les jours, hein, mon pote. Hein. Franchement, c'est triste pour lui, mais tout le monde y gagne. Dans le proof of stake, il n'y a pas d'autre perdant que lui-même. Après, il y a pas mal de questions autour de Binance quand on se connecte par rapport aux fiat qui doivent être convertis en USDT. Ça dépend des pays. En ce moment, en Europe, ça bouge pas mal. J'ai vu tout à l'heure Monsieur TK qui disait que c'est de retour à la normale côté Belgique, apparemment. Mais N'utilisez pas Binance, les amis. Vous n'avez plus besoin d'utiliser Binance. Moi, je vous en fais la pub matin, midi et soir, mais pas pour de vraies raisons. Utilisez Mon Pèlerin, utilisez nos copains de Swissborg, utilisez Monerium que j'utilise. C'est ce que j'utilise principalement en ce moment. C'est-à-dire que dans les deux sens, ça fonctionne. On peut faire un virement en euros. Alors bien sûr, c'est KYC, hein. De toute façon, s'il y a de la monnaie fiduciaire en jeu, il va falloir montrer son passeport, mais ça, vous avez l'habitude, les amis. Vous faites un virement, en plus, ils ont activé le truc virement instantané pour les petites sommes. Je crois que la limite, elle est à... Je sais pas, je saurais pas dire le chiffre, donc je vais pas le dire en live, mais voilà, si vous faites des petites sommes, c'est crédité dans les 5 minutes. En tout cas, ça va super vite dans la journée, vous avez le crédit dans un sens et dans l'autre. Et franchement, ça marche nickel. Vous envoyez vos €E, moi je le fais sur Gnosis Chain. Le Gnosis Chain, j'utilise GoSwap. J'échange les €E contre du XDAI ou WXDAI, hein, ça dépend. Et après, je les dépose sur Realty personnellement. Et c'est comme ça que ça travaille tranquille en ce moment à 5,2%. Le collatéral, c'est de l'immobilier. Franchement, Realty, ça fait 3 ans qu'ils existent, ça marche nickel. Et je kiffe ma vie comme ça. Et dans l'autre sens, quand je convertis mes sous-sous, je les envoie sur Gnosis Chain, je les échange sur QuestSwap contre de l'euro et je les envoie sur mon compte Monerium. Et franchement, ça marche nickel. Baba qui a migré sur Rabi et qui nous remercie, qui est plus clair que MetaMask. Et c'est clair qu'en général, ceux qui passent sur Rabi, c'est un aller simple vers ce nouveau wallet qui est assez extraordinaire. Quand on voit les moyens, en plus, l'autoroute qu'avait devant eux MetaMask, ils se sont reposés sur leur laurier pendant quelques trimestres de trop, finalement. Et tous ces gens qui se faisaient siphonner, scam, etc. Et voilà, c'est un peu la sélection naturelle. J'accuse MetaMask d'avoir coûté des dizaines de millions de dollars à la communauté. Je les accuse vraiment. C'est-à-dire que par leur feignantise, c'est vraiment, et leur avarice, puisque les mecs, ils sont assis sur une mine d'or et ils prennent leur 0,87% sur tous les MetaMask swap. C'est-à-dire ils prennent une fee qui est ridicule, quoi, qui est beaucoup plus chère que ce que l'on retrouve dans la finance centralisée. Et ils en avaient rien à foutre, quoi. Et le nombre de gens qui ont cliqué sur le mauvais lien, qui ont signé la mauvaise chose, qui ont envoyé des fonds sur les adresses du smart contract, qu'est-ce que ça coûte de faire une alerte à l'utilisateur, de protéger, d'en avoir quelque chose à foutre de ses utilisateurs? Franchement, MetaMask, mais qu'ils disparaissent, d'installer ça immédiatement de votre ordinateur, installez Rabi, vous ne regarderez jamais en arrière. Vraiment, c'est un aller simple.
C'est comme tu dis, hein, utiliser un iPhone pour la première fois pour certains, hein, pour ceux de la secte. Ouais, non, mais Mhm. franchement, le côté vérification à chaque fois, ça te met des pop-up, ça te dit si un truc est dangereux, ça te Non, permet de c'est super. désapprouver rapidement si jamais il y a quoi que ce soit. Enfin, c'est un all-in-one qui est des banques en fait pendant longtemps, parce que pour quand même faire la petite rétrospective, c'est des banques qui est derrière. Ils avaient fait leurs propres produits avant même Rabi. Et c'est vrai que d'avoir tout poussé au travers de ce wallet, c'est assez extraordinaire. Donc Ouais, c'est une team voilà, qui est vraiment géniale, moi, je trouve, hein. Et les mecs on ne n'a pas s'arrêtent pas. d'intérêt à privilégier plus Rabi que MetaMask, mais là, c'est une forme de sélection naturelle qui s'est faite toute seule, quoi, hein. Ah, moi, j'ai pas un intérêt financier, hein. On n'est ni actionnaire de Consensus, qui est On, l'entreprise on derrière aurait bien MetaMask, aimé, là, pour ni le coup, parce que Rabi, franchement, moi, Rabi, j'ai essayé, hein, en toute transparence. Je les ai vus arriver au tout début, quand ça s'appelait des banques, il y avait que des banques, etc. Et je leur ai dit: «Eh, les gars, ce serait avec plaisir que je sois investisseur chez vous». Ça s'est pas fait, parce que c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais je les recommande à 100%, même si j'ai pas d'intérêt financier à le faire, parce que j'en ai quelque chose à foutre de vous, vous qui nous écoutez. Et je vois trop de gens, moi je reçois trop de MP et malheureux, de gens qui disent: bah Marc, je suis désolé, est-ce que tu peux regarder, j'ai tout perdu, etc. Et dans 99 fois sur 100, si c'est pas 100 malheureusement, il y a eu quelques exceptions, mais c'est très très rare. Eh ben, la seule chose que j'ai à dire, bah désolé mon pote, tu t'es fait siphonner, voilà l'adresse du voleur, tu as certainement signé une mauvaise transaction. Et quand on va chercher un petit peu dans le fond des choses avec la personne, eh ben, ils disent: ah oui, j'ai cliqué sur ce lien sur Discord, ah oui, j'ai signé ce truc-là. Et là, c'est ciao. Et le truc, c'est que Rabi vous informe avant de signer. Ils vous disent: attention, si vous faites ce truc-là, si vous signez cette transaction-là, il y a ces tokens qui sortent de votre wallet. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Attention, vous n'avez jamais interagi avec cette adresse-là. Attention, vous êtes en train d'interagir dans un truc qui s'appelle AV, mais c'est pas le AV auquel vous avez interagi il y a 2 semaines. Et toutes ces alertes-là, ça vous sauve la vie. Mais vraiment, il y a deux choses qui ne sont pas négociables, mes amis qui nous écoutent, hein. La première, elle est là, c'est le ledger. La deuxième, c'est Rabi. Et en fait, ne m'écoutez pas si vous le souhaitez. Certains disent: je suis condescendant, mais je reviens un petit peu de quelques semaines, donc je vais être gentil avec vous. Mais certains me trouvent trop sec. Mais en fait, je le dis pour vous. Au final, si vous perdez votre argent, c'est votre argent, hein, et chacun sa vie, hein. Mais je vous souhaite le meilleur. Donc mettez les chances de votre côté. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et vraiment, c'est un truc auquel il faut être attentif dès le départ, dès la genèse de votre aventure crypto et tout au long de votre aventure, parce que c'est aussi facile derrière de se relâcher au bout d'un moment en se disant: je fais un peu moins attention, j'envoie tous les jours de telle adresse à telle adresse. Et on a vu des gens parfois perdre des fonds comme ça pour vraiment pas grand-chose, quoi. Une erreur d'inattention où on est en train de faire autre chose en même temps, les gosses qui braillent à côté, on s'occupe d'autre chose à côté, et ça y est, c'est le début d'une transaction où on peut perdre comme ça des fortunes. Et d'ailleurs, pour juste faire la petite rétrospective autour de ça, puisqu'on est sur ce sujet en particulier, et ensuite, je prendrai une question de Alex Dupe qui nous demandait par rapport à Chainlink et CCIP, puisque c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que ça avance pour Chainlink. Donc, juste pour clôturer sur les scams et tout ce qui se monte de plus en plus, au plus le marché crypto grandit et devient attractif pour les arnaqueurs, les escrocs et les pirates, c'est cette personne qui a reçu un coup de fil du numéro de Ledger il y a 15 jours ou je sais plus combien. Il m'a envoyé un long DM sur Instagram et pendant une bonne demi-heure, il était à l'école avec son fils et tout ça. Il n'était pas dans une position où il pouvait vraiment se poser, réfléchir ou quoi que ce soit. Le gars lui a déroulé un argumentaire parfait dans vraiment un langage technique où il savait de quoi il parlait, il se montrait rassurant, il lui disait: vous inquiétez pas, c'est déjà arrivé à d'autres personnes, on a l'habitude, etc. chez Ledger. Sauf que, bien évidemment, c'était un escroc à l'autre bout du fil et ça s'est terminé par la personne qui accepte d'envoyer ses fonds vers une autre adresse. Et là, malheureusement, il a perdu l'intégralité de ses. Il avait des bitcoins, des Ethers, des USDT pour un total de 30-40 000 euros. C'était toutes Ah, ses c'est économies énorme, en c'est crypto. énorme.
il a tout perdu d'un seul coup, lui. C'est gravissime, quoi. Puisque quand on parle de Ledger, et j'ai repris en plus le DM qu'il m'a envoyé, il m'a dit je suis pas un lapin né de la dernière pluie, j'ai toujours fait gaffe aux scams, je me suis jamais fait arnaquer. Mais là, il m'a dit c'est tellement bien monté que franchement, il a eu ce petit moment de doute à se dire oui, non, il aurait fallu qu'il attende de rentrer chez lui ou je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais voilà, il y a eu ce moment de faiblesse qui a été totalement exploité par la personne à l'autre bout du fil. Et c'est aussi pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et de faire attention à absolument tout, quoi. C'est assez dingue. C'est assez violent, ouais. On vous souhaite que ça ne vous arrive pas. Mettez les chances aussi de votre côté pour que ça ne vous arrive pas en ayant cet esprit que malheureusement, le monde entier ne vous veut pas que du bien et tout le monde n'est pas là que pour vous faire des bisous et des câlins. Donc, protégez vos biens parce que vous avez travaillé dur pour les obtenir et vous les méritez et soyez fiers de vous de les avoir et protégez-les, quoi. Ouais. CCIP, Chainlink. Je sais que toi, tu es relativement calé sur le côté un peu plus technique comme ça, donc je vais te Mm. laisser volontiers la parole. Alors, c'est On impossible a pour moi à régulièrement. prononcer, mais j'essaye. Cross-Chain Interoperability Protocol. Putain, je suis nul. Voilà, Toi, tu sais le dire, on vas-y. aura compris. Mais globalement, c'est vrai que Chainlink, ça fait quelque temps qu'on en parle parce que depuis le dernier cycle, malgré tout, Chainlink reste Chainlink. Quand bien même il avait un peu déçu d'un point de vue spéculatif de ne pas faire les grands X que d'autres ont fait. Mais là, on a la sensation que sur ce cycle-là, peut-être enfin, il pourrait un peu plus se démarquer. Est-ce qu'on n'a C'est le cycle de pas la maturité, clairement. un renouveau de Chainlink? Bah, la technologie est là. Aujourd'hui, Chainlink, c'est le standard de l'industrie, très clairement. Le cross-chain interopérable, enfin, j'arriverai toujours pas à le dire. Je vais vous le tenter en français, attends. Protocole d'interopérabilité. Ah, j'ai réussi en français. Ah, pas mal. Interchain. Interchain, on dirait en français. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot que je n'arrive même pas à prononcer, mais au moins, est-ce que j'arriverai à l'expliquer? Ça permet de communiquer entre les différents layers, donc layer 1, layer 2 à layer 2 et blockchain layer 1 à layer 1, d'autres différentes blockchains. C'est extrêmement important parce que les blockchains ne savent pas communiquer entre elles. Alors, pour un layer 1 vers un layer 2, on y arrive. Il y a du cross-chain messaging et des bridges natifs, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Et eux, c'est vraiment les experts de ce qu'on appelle des oracles, c'est-à-dire prendre de l'information qui n'est pas sur la chaîne et la mettre sur la chaîne. Donc jusqu'ici, ils prenaient des informations. Notamment, ils se sont fait connaître pour ça, pour les informations de prix. Donc, ils prenaient les informations de la valeur des tokens et ils les mettaient dans des smart contracts. Et du coup, cette information était disponible pour les plateformes décentralisées pour définir le prix des choses. C'est très utilisé. est l'un des plus grands utilisateurs de Chainlink. JMX aussi est le plus gros client en termes de sous-payés à Chainlink. Et là, il se lance aussi sur l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Ça va être extrêmement important. On intègre ça. Et je vois dans le chat Adam qui dit les chaussettes de l'archiduchesse. Ouais, on en est un petit peu là. Hein. Désolé, moi je suis pas très fort là-dessus. Et donc on en est sur l'intégration de ces protocoles interchaînes on sort un produit qui intègre CCIP qui s'appelle ADI. AV Delivery Infrastructure qui intègre CCIP et aussi Layer 0 et aussi un troisième truc qui n'a pas encore été annoncé mais qui le sera dans les prochaines semaines. Et donc ça va nous permettre d'avoir des positions interchain, de voter interchain. Donc aujourd'hui, pour voter sur la DAO AV, il faut voter sur Ethereum Mainnet. Donc ça coûte environ 5 $ de faire un vote. C'est pas hyper démocratique. Si on vote demain depuis la Gnosis Chain, ça coûtera moins d'1 centime. Donc on pourra voter même si on possède que 1 ou 2 AV ou 0,5 AV. Et ça, c'est un petit peu plus démocratique, c'est plutôt sympa. On pourra aussi également, et ça c'est le truc le plus important et ce qu'on vit, ça mettra un petit peu de temps hein, parce que c'est très complexe techniquement, avoir des Ethers sur Ethereum, mais se dire j'ai envie de payer un truc, pareil, je prends l'exemple de la Gnosis Chain, mais je pourrais dire Polygon. Bon, je vais dire Polygon, comme ça on va dire que je suis pas un fanboy. J'ai des Ethers sur Ethereum.
mais j'ai envie d'avoir un petit peu de Go sur Polygon pour le mettre dans ma carte Holy Held, dont je vous ai parlé plusieurs fois, que j'utilise, qui permet de charger, c'est une carte virtuelle qu'on peut charger avec des cryptos et les dépenser dans les magasins, enfin partout où il y a un truc carte bleue, c'est-à-dire dans à peu près tous les endroits en tout cas. Et du coup, on va avoir son collatéral sur le mainnet, sa dette sur Polygon, et on va pouvoir charger sa carte et payer avec des frais de transaction qui sont ridicules. Donc vraiment, tout ça, ça permis, pas que, mais essentiellement par Chainlink, et ça va permettre de complètement changer la manière dont on utilise les blockchains. Et même le concept même de blockchain, là, on est très moi je préfère Polygon, moi je préfère Gnosis, moi je préfère Avalanche, moi je préfère Solana, etc. Je peux vous garantir que dans 3-5 ans, à part 2-3 barbus qui seront à fond dans le code, tout le monde s'en foutra. Les gens, ils utiliseront AV, et ils ne sauront pas sur quelle blockchain c'est. Ils stakeront des Ethers, et ils sauront pas si c'est sur Ethereum Mainnet directement ou s'ils auront juste acheté du Lido sur Avalanche. Tout ce genre de trucs, ça permet quand même d'avoir une autre vision, une autre expérience utilisateur, où on met de côté les choses techniques, les choses un petit peu compliquées. Et Chainlink, c'est pas que eux, mais ça fait partie du cœur du réacteur de l'innovation. Comme le demandait Erratic Ape, il y avait des personnes qui citaient Layer 0, Axelar et Atom, Cosmos et tout ce qui est de près ou de loin lié à l'interopérabilité. Est-ce que ça peut rendre caduque d'autres projets interop? Je pense qu'au contraire, on a besoin de l'émulation entre tous C'est ça. actuellement. Peut-être qu'après, plus tard, il y aura un ou deux grands choisis, mais les autres ne seront pas pour autant totalement délaissés. Hein. Aujourd'hui, moi, je le dis en toute transparence parce que c'est mon métier, donc je le fais. Donc, je compare tout. Les boss du game, c'est Layer 0 et Chainlink. Je mettrai Chainlink en numéro 1 et Layer 0 pas loin derrière. Mais vraiment, c'est les boss du game. Alors, en tout cas, c'est mon avis personnel. Certains ont le droit d'avoir un autre avis. Dans 3 ans, il faudrait être devin pour dire que c'est les deux mêmes ou c'est un autre, enfin pour savoir qui dominera le game dans 3 ans. Ça va tellement vite. Si tu posais la question qui domine le game de la défi il y a 3 ans, tout le monde aurait répondu Chainlink, pas Chainlink, pardon, MakerDAO. Et tu vois, au final, aujourd'hui, les boss du game de la défi, c'est AV et Lido. Tu vois. Lido pour le staking d'Ether et AV pour la liquidité. Et MakerDAO, ils existent encore, mais ils sont numéro 3 ou numéro 4. Et sinon, on t'aurait cité Compound. Compound, maintenant, ils sont même pas 5e. Je crois qu'ils sont 6 ou 7e. Ils sont descendus bien bas dans le classement. Donc, dans une technologie aussi jeune, il faut rester humble et pas se dire ça y est, ils ont plié le game, c'est pour toujours. Quoi. C'est la même chose pour Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum, ils ont plié le game. Est-ce que ce sera toujours le cas dans 3 ans? Peut-être, peut-être pas. Alors, en tout cas, moi, j'aurai l'humilité de changer d'avis. Aujourd'hui, je travaille sur Ethereum et je me focus sur Ethereum depuis de nombreuses années, mais j'aurai l'humilité de changer de camp s'il y a quelque chose qui me convainc techniquement, qui est vraiment mieux. Quoi. Et en fait, en tant qu'investisseur, je vous conseille d'être comme ça. Parce que le maximalisme, c'est le minimalisme des profits, généralement. Allez pas mourir avec votre shitcoin. Il faut avoir de la flexibilité. Flexibilité et diversification quand on ne sait pas justement lequel risque d'exploser. Par exemple, si vous avez identifié un domaine comme celui qu'on vient de donner, plutôt que de tout mettre dans un seul, vous essayez d'avoir une répartition peut-être pas équitable, mais votre préféré, vous mettez 40 ou 50% et ensuite vous en prenez 2-3 autres en répartissant des petits pourcentages qui vous paraissent être intelligents par rapport au domaine qui vous intéresse pour ces investissements. J'essaie de bien peser mes mots pour pas que ça soit après interprété de façon détournée ou quoi que ce soit. Alors, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu plein de boulot, mais je vous le dis pas. On verra la semaine prochaine. Je me garde cette carte dans la manche, mais il y a peut-être un truc sympa là-dedans. Il y avait un petit alpha qui a failli sortir. Mais... ouais, non, mais à un moment, là, au fond de la tête, je me suis dit, oh non, on va pas sortir l'alpha, on va attendre que Manu revienne. Voilà, et on fera ça en famille. On attend Manu. Il va falloir dire à Manu qu'il revienne rapidement.
Airdrop, non, il y aura pas d'airdrop AV, hein, les amis, hein. En tout cas, moi, je voterai contre, hein. Allez vous faire voir, hein, les AV, ça s'achète ou ça se vend, vous faites ce que vous voulez avec. Je suis pas là pour vous faire du conseil en investissement, mais je peux vous dire que en tant que personne impliquée dans la gouvernance d'AV, les airdrops, vous pouvez vous asseoir dessus, hein, et regarder. Enfin voilà, c'est mort. Ça n'existera pas. Merci. Au revoir. Les seuls airdrops de AV qu'il peut avoir, c'est Marc qui les fait. Ouais, moi personnellement, si on est en bull market, c'est vrai que j'ai été généreux dans l'histoire de cette chaîne. Je pourrais vous faire des petits airdrops, même si je le fais plus sur la chaîne, pas parce que pour des raisons financières, mais pour des raisons que j'ai eu quelques expériences et je pense que CM, c'est pareil pour toi, où j'ai trouvé Ouais, les gens. En fait, on s'attend pas à ce que les gens nous dansent la Zumba et disent merci, vous êtes des dieux, vous nous avez donné des sous, quoi. Non, on donne généreusement et on aime partager à la communauté. Mais vraiment, il y a des gens dont le comportement, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Tu leur donnes des sous, parfois c'est des sommes un petit peu intéressantes quand même, et ils sont là vraiment limite. Enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais on a eu des mauvaises expériences, et c'est vrai qu'à un moment, je me souviens, je sais pas, c'était à la fin de 2021, on a dit allez c'est bon, allez merci, au revoir, ça m'a saoulé quoi. Et donc c'est ouais. vrai qu'on fait plus Et d'airdrop. c'est vrai que tout le côté giveaway, on s'en est aperçu même du côté de Twitter, ça me ramène, pardon, pas forcément une bonne population de gens qui font quasiment que des giveaways. Et c'est vrai que du côté de Twitch, pour être tout à fait transparent avec tout le monde, il y a eu une ou deux fois où limite on s'est presque fait insulter en DM comme Ouais, si non on mais était c'est des ouf. scammers parce qu'on n'avait pas envoyé sous 12 heures les 100 dollars du giveaway quoi, qu'on avait fait sur Twitch. Donc, ouais, les gens, ils sont complètement barges, mais bon, ça fait. Ouais, bah, celui-là, je m'en souviens. Je vais pas citer le nom parce que voilà, faut pas non plus pointer du doigt. Mais les gars, nous, on se lève le matin, on a une journée, on a un vrai boulot, tu vois. Après, c'est un vrai boulot de faire ce qu'on fait. Mais moi, je gagne pas ma vie sur Twitch. J'ai une vraie activité, j'ai une autre activité. Et voilà, il est 21 h, on s'est levé le matin, on a fait une journée complète de boulot. On prend du temps personnel pour faire cette émission, pour partager à la communauté. Bah ouais, parfois, on se dit, bon, bah là, il est 23 h, l'émission se termine, on a commencé à 9 h du mat, ça a été quand même une longue journée, on va aller passer un petit peu de temps avec les personnes qu'on apprécie, enfin, avec ses proches, et on va aller se coucher et on fera les dons, enfin, le lendemain, tu vois. Et c'est vrai que se lever le lendemain matin avec genre 5 ou 6 messages en mode ah, vous êtes des menteurs, et puis de toute façon, c'est pas des vrais giveaways, etc. C'est Ouais, genre, ça non, aussi, là, vers la fin, non, on a commencé à la voir. cette Alors histoire, ça m'a qu'on saoulé, mais de ouf, tu vois. on avait fait pendant 2 ans d'affilée Alors que aussi putain, mes les. adresses, elles sont publiques, hein. Franchement, on voit l'argent sortir de mes adresses à chaque fois sur la blockchain, Ouais, hein. puis Au bout d'un moment, taisez-vous, quoi. on avait fait pas que des giveaways en direct. En plus, on avait fait les 25 jours du calendrier de l'Avent. Ça avait brassé de souvenirs 30 000 à 40 000 euros. C'était Hmm. dispatché, chaque personne donnait ce qu'il voulait tous les jours, mais notamment celui de décembre 2021 ou de décembre 2020, on avait tapé 30 000 à 40 000 euros de cadeaux au total qui avaient été dispatchés de projet en projet sur 25 jours. Donc, à la fin, quand tu as quelqu'un qui vient t'insulter limite en DM parce que tu n'as pas assez vite envoyé les 100 dollars qu'il avait gagnés sur Twitch, voilà, forcément, ça dégoûte. Après, d'un autre côté, c'est pas représentatif de la majorité de la Oui, communauté non plus. Donc, on sait faire la part des choses. Mais c'est ça. globalement, c'est vrai que pour un gros compte, que ça soit sur Twitter ou ailleurs, les giveaways, ça ramène pas forcément une population extraordinaire. Et malheureusement, la plupart du temps, on a eu la sensation aussi des fois que c'était pas les gens qui étaient nos plus fidèles adeptes ou followers qui gagnaient les gains les plus intéressants et tout ça. Des fois, il y a des tweeters avec 10, 15 qui a jamais eu d'interaction ou des trucs comme ça. Et à partir de là, tu sais pas si c'est un faux compte, si c'est un gars qui a 15 comptes. Enfin, tu vois, c'est très difficile à jauger, quoi. Mais bon, Très c'est. clairement. Après, voilà, on est très content d'être là. Sinon, on le ferait pas gratuitement comme on le fait actuellement, tu vois. Et franchement, on kiffe la communauté. C'est juste que à cette époque-là, ça nous a refroidi. Là, c'est le bear market. C'est vrai que ça n'attire pas forcément le meilleur des publics. Ça ne veut pas dire que ça reprendra pas ou qu'on le fera. Ça dépend de l'ambiance. Mais Ouais, puis et faudrait puis c'est trouver cool de des. faire des dons. Moi, je vous invite à faire un truc.
je viens de faire un don pour l'ami, puisque on va repartir un petit peu dans la vie crypto, ça suffit. Ah, les amis, parlons d'autre chose. Moi, je suis très fan du Japon, personnellement. J'y suis allé plusieurs fois. Et je suis fan aussi de l'émission Ici Japon sur YouTube, qui est un confrère YouTuber, et il veut faire un musée du jeu vidéo à Paris. Et du coup, là, j'ai fait un don sur ce qu'il appelle le projet Odyssée. Donc, je vous invite. Je suis très content de participer à ce truc. Il a levé plein de thunes. Je crois. Attends, il faut que je vois combien il a levé. Je crois 750 000 euros ou un truc comme ça. Un truc énorme. Donc, si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez le Japon, et que vous avez voilà, 744 900 euros, n'hésitez pas à les donner un petit peu aussi. C'est assez cool de soutenir les trucs comme ça. Et c'est mieux que de donner à un random qui, au final, te dit c'est quoi un wallet, j'ai pas MetaMask, moi j'ai qu'un compte Binance. Et au final, voilà, faisons des dons à des projets cool. Parce qu'on a de la chance d'être dans les cryptos et certains d'entre nous s'en sortent bien. Donc pourquoi pas soutenir un petit peu les créateurs de contenu qu'on aime bien, soutenir des associations. Pourquoi ne pas faire aussi des giveaways à des associations de temps en temps et changer un petit peu la formule, quoi. C'est vrai que ça aussi, maintenant que tu en parles, c'était un vrai problème sur les giveaways crypto d'avoir des gens qui participaient. Mais ça, c'était plutôt sur Twitter que sur Twitch. Et une fois qu'ils avaient gagné les 50 ou 100 balles en crypto, ils te disaient genre, c'est quoi Ether, c'est quoi ERC20, c'est quoi Ouais, une ça m'a adresse. saoulé. Et, Ah, ça m'a et toi, tu saoulé. es là, bon, ok, on va commencer par les bases alors. Enfin, moi, j'ai jamais envoyé chier personne, hein. La personne qui me dit c'est quoi Ether, c'est quoi ERC20, c'est quoi une adresse, à chaque fois, j'ai pris le temps de lui expliquer pour pouvoir lui envoyer ses 50 ou 100 balles. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours assez difficile. Et moi, peut-être, j'essaie de réfléchir. Comme tu dis, d'ici le prochain cycle haussier, il y aura forcément de nouveau des petits trucs à gagner, une effervescence et voilà, ça reviendra le mood où tout le monde a envie de partager avec tout le monde. Là, en bear market, c'est un peu plus sombre, on va dire. Mais pourquoi pas Forcément. faire des petits jeux où on pourrait maîtriser un minimum les personnes qui participent, qui soient par exemple les personnes qui ont 20 ou 25 ou 30 mois de subs sur Twitch, tu vois, et qu'on limite le chat à ce moment-là que aux personnes qui ont une trentaine de mois ou au moins 20 mois, ce genre de truc. Alors après, ça peut paraître un peu discriminatoire, j'en ai bien conscience, mais personnellement, à faire des giveaways ou des trucs comme ça, c'est vrai que j'essaierai de trouver des raisonnements de plus en plus où ça fidélise ceux qui sont là depuis un bon moment et qui continuent de suivre, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. C'est quelque chose de plus intéressant que de donner à un compte qui a 2 abonnés sur Twitter et qu'on reverra jamais ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Ça me paraît Ouais. plus legit. On va carrément essayer de faire des trucs un petit peu plus comme ça à partir de maintenant. Et c'est vrai, je l'ai fait ça, et j'aime bien sur des banques. Des banques, il y a un réseau social des banques. Et en fait, pour contacter les gens, il faut payer. Enfin, on peut, sauf si les gens vous follow, etc. Mais on peut décider de donner 1 $, 2 $ pour essayer de contacter les gens, etc. Et il se trouve qu'il y a des gens qui régulièrement essayent de m'envoyer un message pour que moi j'accepte la plupart du temps. Et ils me posent une question, je leur réponds si voilà. Après, c'est pas garanti, hein, c'est pas parce que vous avez payé 1 $ que je vais vous répondre, les copains. C'est la vie. Mais cet argent, je le remets sur le réseau social puisqu'on peut faire des giveaways directement sur le truc. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Hop, je repartage mon écran. Une seconde. Et c'est assez cool. Enfin, Et ça pour le m'a. chat, vous inquiétez pas, je disais les abonnements, mais je disais un truc au pif pour vous donner l'ordre d'idée d'un filtre, en gros. Mais voilà. C'est, Si, si on prend que les personnes qui ont 35 mois d'abo, il va avoir que le mouton rouge qui va pouvoir le participer. Moutle Rouge et moi. Tu vois, on va être les deux, on va gagner un mois sur deux. En même temps, c'est mérité, n'est-ce pas? Ouais. Au moins, Donc comme là, ça, on sera pas emmerdé, là. je vous montre le réseau social de des banques. C'est semi-décentralisé, hein, c'est moyen décentralisé. Et donc là, il y a Enero de la communauté qui en ce moment fait un giveaway de 5 $. Donc, vas-y, je vais participer. Pourquoi pas, je vais gagner 5 $. C'est Wish me vrai que luck, je comme l'ai on vu dit. passer plusieurs fois, ce truc de débanque, là, récemment, ouais. Et c'est assez cool, hein. Et donc, on peut faire un nouveau post et on va voir. Attends, est-ce que j'ai un petit peu d'argent? Je vais faire un lucky draw. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, peut-être. Salut la commu.
Et on va voir. 5 dollars. Alors, il faut quand même avoir, pour enlever les bots, au moins 100 dollars. Et top, on s'en fout. Holder, Pour répondre au machin. chat, Moonbeam, Voilà. effectivement, c'est un listing sur un exchange asiatique qui a fait pump de 50%. Attends, il faut que je Le mette mon. Glimmer. Attends, je coupe mon machin parce qu'il faut que je mette mon passeport. Hop là. Ah non, c'est bon, ça s'affichait pas sur l'écran. Je repartage. D'ailleurs, en ce moment, tout ce qui est social faille comme ça a l'air d'avoir le vent en poupe parce qu'il y a Favor aussi qui a été poussé là au niveau des volts par Swissborg. Je sais pas si tu l'as vu passer. Ils ont permis à tout le monde Favor, de, peu importe. c'est Lens, hein. C'est l'application Oui, au-dessus de et Lens. ils ont permis à peu importe ton niveau dans Swissborg, à tout le monde d'investir. Bon, c'était des petits volts de 50, 100K et tout ça, donc ça a été très vite pris d'assaut. Mais Swissborg, ils permettent à tout le monde, entre guillemets, d'accéder à des sites, voire des privates. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte que d'habitude, c'était ce dont se plaignaient la plupart des gens sur Twitter. Oui, nous, on n'a jamais accès et tout, c'est que un tel ou un tel machin. Et là, franchement, ça fait 2-3 fois qu'ils permettent aux gens d'investir direct à la jeunesse, quoi. C'est plutôt cool. Après, Favor en tant que tel, je sais pas si tu as un avis, mais Bah ouais, c'est une application qui est plutôt sympa. Bah, vous êtes où, les gars? Moi, je m'attendais à partager le truc et qu'il y ait 100 000, 100 000 gars qui viennent zéro part. j'irai m'inscrire tout à l'heure sur des banques. Et franchement, c'est sympa, hein. Après, il faut te dox une adresse, hein. Donc, moi, mes adresses sont publiques, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, il faut que tu. Ah, voilà. Hello de Je Twitch. mettrai, Moi, Léon y croit. GM friend de Marc. je mettrai El Famoso Ledger qui est réapparu miraculeusement comme la Voilà. dame El blanche. famoso ledge. Donc voilà, vous pouvez participer et vous gagnerez 5 dollars. Et au moins, je suis sûr que vous avez un wallet et que vous utilisez la blockchain, hein, un petit peu. Donc ça peut être un système sympa. On peut utiliser ça en lucky draw. Pourquoi pas, hein, enfin voilà, ça fait partie des idées. Là, on voit que par exemple, il y a quelqu'un qui a payé pour m'envoyer un message. Je ne vais pas l'ouvrir, hein, pour des raisons de vie privée, bien sûr, devant vous. Mais je crois que ça me rapporte 2 dollars ou 2,50 $ ou un truc comme ça. Et donc, on verra, on lui répondra hors antenne. Et cet argent reviendra ici. Généralement, voilà, c'est quand ça s'accumule, quand j'ai 5 ou 10 dollars, je le remets en jeu. La première fois, je crois que j'ai mis 50 dollars, mais je préfère faire des plus petits trucs de temps en temps. C'est pour rigoler et utiliser le machin. Ouais. Il y avait quelqu'un, Jean-Jacques Goldman, qui demandait depuis tout à l'heure la même question, donc je vais y répondre. Comment supprimer en toute sécurité les NFT Polygon de la Ledger? Ne pas toucher du tout à Ouais. ces NFT. Ils existent, tu ne les transfères pas, tu ne les vends pas. Même si tu as une offre à 0,1 Ether, 10 Ether, 100 Matic pour te l'acheter, tu n'acceptes pas cette offre. Ce sont des scams. Et en fait, il y a des NFT qui sont vérolés. On te les envoie, en fait, voilà. Mais il ne faut certainement pas interagir avec. Généralement, dans OpenSea, dans les wallets, tu peux les cacher, les déclarer indésirables, etc. C'est du spam, mais c'est du spam dangereux. C'est-à-dire que certains NFT vont avoir dans leur code informatique, dans la fonction transfert ou quand tu acceptes une offre, etc., des choses qui vont venir te prendre ce qu'il y a dans ton wallet. Donc, il y a une chose à faire, elle est très importante, c'est de ne rien faire. Ne pas y toucher. Tu considères que ces NFT sont radioactifs, très clairement. Ouais. Bah, techniquement, comment un NFT peut drain tes cryptos, c'est exactement ce qu'il vient de dire, hein, c'est dans le code. À partir Voilà. du moment où tu acceptes d'interagir avec un contrat, que tu vas aller sur une plateforme ou peu importe où ça. Le pire, c'est des fois, ça va te rediriger vers une fausse plateforme où tu as l'impression d'être sur la vraie et en fait, tu es déjà dans la gueule du loup et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, hein. Bah, c'est ça qui est génial avec Rabi, les amis. C'est que si vous êtes sur un faux AV, Rabi vous le dira. Si vous êtes sur un vrai AV, Rabi vous le dira. C'est pour ça, n'utilisez pas MetaMask. Désinstallez MetaMask, je vous le Et redis. Désinstallez maintenant MetaMask, installez Rabi. comme dit Maxou, on peut les masquer dans Ledger, c'est tout à fait vrai. Et nous remercions Fessenheim pour un abonnement. C'est vrai que j'ai pas le retour Twitch,
Mais Ouais, moi non si plus, vous je l'ai êtes, pas ce soir. si Merci. vous êtes abonné, attends, ça coûte 100 $ un Web3 ID pour gagner les 5. Ah merde. Ah bon, ça coûte 100 $. Ah. Je vais vous refaire un don. Bon, on verra après l'émission. Mais je crois que c'est pour le truc anti-bot aussi. Donc, on verra. 98 $. Putain, ils se font pas chier, des banques. C'est pour pouvoir créer son profil? Ouais, mais je crois que c'est un truc anti-bot. Ah ouais. Bon, écoute, comme ça, vous avez une identité à vous sur Internet. Je vous conseille pas forcément de l'acheter. Zapper. Hein. J'étais pas conscient que ça coûtait 100 $. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai pas payé. Il y en a certains qui disent que c'était gratuit au début. Peut-être qu'il y a eu trop de airdrop farmer. Lenster, c'est mieux. Bah ouais, Lenster, espérons que petit à petit ça se développe, hein. Ouais, Lenster, bah, tu sais, il développe Momoka, qui est le layer 3, donc au-dessus de Polygon, le layer d'interaction, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus de scalabilité. Et plus de scalabilité veut dire ouvrir les portes aussi, puisque aujourd'hui, Lens, depuis le début, c'est une bêta fermée. Donc il faut être invité pour avoir un compte Lens. Donc beaucoup de gens dans la communauté l'ont, mais c'est vrai que c'est pas ouvert à tout le monde. Et une fois qu'on aura résolu ces problèmes de scalabilité, on pourra ouvrir la porte à tout le monde et qu'on passe un bon moment sur un réseau social décentralisé. Moi, personnellement, X, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Quand je parle tout seul. Généralement, les gens voient pas trop mes tweets. Et même l'ambiance, elle s'est tendue. Hein. Je ne sais pas si c'est les gens, si c'est le bear market, mais j'ai l'impression que soit c'est que des scammers. D'ailleurs, mes réponses maintenant, c'est que les gens que je follow. Parce que sinon, quand je mets un tweet, il y a genre 8 réponses de scammers en mode bot qui reply à mes trucs. Et les autres qui répondent, c'est genre waouh, c'est chaud quoi. Donc ouais, X, ça m'intéresse plus quoi. Ouais, pareil, j'ai passé là depuis 2-3 jours en follow only pour les réponses sur Twitter. Parce que enfin, dès que tu postes, même quand je poste une réponse sur un truc qui a rien à voir avec la crypto, immédiatement, j'ai 3-5 posts. Derrière, ils te bloquent, comme ça, tu vois pas leurs propres réponses. Enfin, Horrible. c'est insane. Du coup, on perd malgré tout, nous, de l'engagement à bloquer les commentaires, hein, puisque nos posts sont moins vus, moins commentés, etc. Mais c'est clair qu'au tout début, Elon Musk, il a fanfaronné en disant ça J'ai y est, tué on les a bots. bloqué, ouais, on a tué les bots, mais ça n'aura pas duré bien longtemps. Ça a Donc, duré une semaine. Et vraiment, quelle arnaque ce truc. Et moi, franchement, je le déplore. Parce que les réseaux sociaux, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux être proche des gens. Et beaucoup de gens dans la communauté, hein, moi, je répondais à tout le monde. Hein, et je continue. Et j'apprécie. Je peux pas répondre. Non, c'est faux ce que je dis. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais j'essaye vraiment d'être accessible et d'interagir avec les gens. Il y a beaucoup de comptes que je suis qui ont genre 10 followers, tu vois. Moi, je m'en fous. Hein, je suis pas là à regarder de haut en bas les gens et dire non, t'es pas assez bien pour que je te follow. Après, si tu dis de la merde, oui, t'es pas assez bien pour que je te follow. Mais généralement, si les gens ont une bonne vibe, je m'en fiche d'où ils viennent, s'ils sont anonymes, si c'est un homme, une femme, un alien à 3 têtes. J'essaye d'avoir des rapports humains avec les gens. Et je t'avoue que ça, c'est fini. Hein. Les réseaux sociaux, c'est plus possible. Hein. Entre les scammers, les gens vénères, maintenant, on a coupé les réponses. Donc, il y a plein de gens avec qui j'ai eu des bonnes vibes et on a lié, si ce n'est une amitié proche, parce que on reste quand même des contacts sur Internet qui ne sont jamais vus, mais au moins une relation qui maintenant, c'est plus vraiment possible. Et c'est dommage. Moi, je trouve qu'on y perd. Hein. ouais, bah, Twitter, c'est par vague un peu. J'ai l'impression que cet été, ça s'était calmé. Et en fait, en septembre, à la rentrée, de nouveau, il y a tout le monde qui a cherché la merde à tout le monde. J'ai même vu des crosses entre le crypto Twitter et les bourses tradis qui venaient tous se chercher la merde sur les trucs à dividendes et tout, machin. C'est la Pourquoi première fois faire? que je voyais des crosses dividendes qui tapaient sur ceux qui font du stock picking. Ceux qui faisaient du value, qui tapaient sur les dividendes, les cryptos qui viennent chercher en disant les dividendes, c'est de la merde. Je te promets, c'est comme tu dis, Twitter, c'est Bagdad. Hein, c'est un film de cul. Hein. Moi, je pense que les gens sont tendus. Il va falloir se détendre. Hein. Je sais que
Le pouvoir d'achat, c'est pas ouf. On a l'impression qu'on allume la télé, que le monde, on arrive à la fin du monde, etc. Mais en vrai, ça va, hein. Demain, le soleil se lève, on va aller au boulot et puis ça va bien se passer, hein. Vous inquiétez pas, hein. C'était pourri il y a 30 ans aussi, hein. Et peut-être qu'on était moins informés il y a 30 ans sur l'état du monde et peut-être qu'on vivait dans une naïveté par rapport aux choses. Mais c'est pas plus mauvais que. Enfin, il n'y a pas besoin d'être aussi vénère, hein. Moi, je comprends pas que les gens sont aussi vénères en ce moment, quoi. Comme tu dis, hein, c'est peut-être lié à tout ce qui se passe d'un point de vue social, inflation et tout ça, hein. Ah, c'est vrai que en ce moment, c'est vraiment la merde, hein. Mais ça l'a toujours été en même temps, non? J'ai pas l'impression que mes parents, ils étaient beaucoup plus riches que les gens aujourd'hui, hein. Mmh. Ma Mais bon. foi, peut-être que d'ici quelques mois, ça ira mieux, mais après pour Twitter en particulier, je pense que ça ira jamais mieux, c'est vraiment, moi, c'est le réseau qui me «débecte» entre guillemets le plus et même pas entre guillemets, qui me débecte tout court, en fait et c'est vrai que, déjà, en suivant qu'une centaine de personnes sur mon flux normal, il y a une ou 2 fois par jour où tu as envie d'emplâtrer quelqu'un et quand tu passes sur «Pour vous», que ça te propose tout Ah et non, pour n'importe vous, quoi, c'est la fange, alors c'est là, la gorge. je mets à peu près entre 30 secondes et 2 minutes à perdre toute foi en l'humanité. C'est Ah non, mais le gange absolu du For You, il faut pas cliquer ah sur ouais, ce non, là, truc. Ah c'est non, non, trop, c'est trop pour ah moi. non, c'est trop. Mais en fait, on a de la chance parce qu'on est dans la crypto, hein. C'est, je faisais la remarque dans le live que j'ai fait juste avant. Parfois, on croise, après, on n'est pas des gens connus, ouais, on est des micro-célébrités d'une micro-niche qui s'appelle la crypto. Mais parfois, on croise au détour d'un endroit, d'une conférence, etc., des gens qui sont connus pour de vrai sur YouTube, etc. Et en vrai, jamais j'échange, hein. Leur vie, c'est de la merde, hein. Leur communauté, putain, c'est toxique au possible, hein. Tous les gens un petit peu grand public, entre guillemets, c'est chaud, hein. C'est compliqué la toxicité qu'ils ont. Nous, on est tous plus ou moins majeurs. Je pense qu'on est 99,9% à être majeurs. On salue les gens qui ont 16-17 ans, qui nous écoutent et qui font leurs devoirs sur leur éducation financière. On vous salue, mais vous attendrez d'être majeur pour investir sur les marchés, s'il vous plaît, hein. Faites vos devoirs pour l'instant, mais faites-le pour de faux. Enfin, et enfin, pas sur les marchés pour de vrai. Mais on est des investisseurs, on est là pour acquérir du patrimoine, on a une passion commune, ça se passe bien. En vrai, 99% de nos interactions, elles se passent bien. Mais dans les gens mainstream, mais tu peux rien dire. Tu dis un truc, tu dis bleu, il y a toute la team rouge qui débarque, tu as une opinion, quel que soit le sujet, ça part en clash permanent, quoi. Comment ils font, ces gens? Comme, là, il y a deux Mmh. trois jours quand je l'avais partagé sur notre chan admin, que j'avais mis, juste, «Ouais, le nouvel iPhone, il est cool et tout, au bout de Ah 24 heures, je oui, kiffe». ça m'a Il y saoulé a un ça. mec qui m'a sorti les photos des enfants qui crèvent de faim en Afrique, en me disant: «Mais tu as pas honte? C'est à cause de gens comme toi et tout». Putain, tu te prends des boulets de canon H24, alors que tu kiffes juste ta vie, tu vois? Et je veux bien qu'après, on en a tous conscience, hein, de ce qui se passe aux 4 coins du monde et que, Nike fait travailler probablement des enfants ou je ne sais quelle marque et cetera. Ouais, mais Mais il se les passe gars, tous les c'est jours des trucs à la con comme ça et c'est vrai que ça existe, mais on ne peut pas tout prendre chacun sur nos épaules. C'est c'est un ça truc et de fou. puis le truc, c'est que moi, j'assume de gagner ma vie et je suis fier de la manière dont je la gagne et du coup, si j'ai envie de me faire plaisir, je me ferai plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Et après, si j'ai envie d'être généreux, faire des dons et soutenir des associations, bah, ça, je le fais en privé et je le fais comme je veux et en fait, j'ai pas besoin de me justifier et en fait, je pense qu'il faut être cash. C'est que, le problème en France, c'est que comme l'argent, c'est tabou, les gens qui ont de l'argent, ils disent: «Ah bah non, moi je suis comme vous, vous inquiétez pas, je prends le métro tous les matins et cetera». Eh frère, moi j'ai pris le métro tous les matins pendant longtemps, et j'ai compté, quand j'allais au supermarché et je savais exactement avant d'aller à la caisse combien ça allait me coûter parce que, bah, chaque centime comptait. J'ai connu ça. Maintenant je suis plus dans ça et je kiffe ma vie maintenant et franchement, c'est et j'ai pas honte. Et il faut, être détendu un peu là-dessus, quoi. C'est clair. Puis c'est ça aussi la plus grande richesse au final, comme tu disais, c'est des choses,
petite en fait. Je pense qu'il y a plein de gens, mais nous, c'est aussi notre problème, entre guillemets, que ça soit toi, Manu, moi ou ceux de la team CM rapprochés, c'est qu'on n'a pas les yeux plus gros que le ventre ou des ambitions infinies. Genre, on veut pas toujours plus, on veut pas un yacht, on veut pas un hôtel particulier, on veut pas Clairement. une Bugatti dans le garage. Tu vois, on sait se contenter de trucs normaux. Et comme tu dis, la normalité pour quelqu'un qui commence à avoir des moyens, c'est kiffer sa life, d'aller au supermarché et de pas être à l'euro près quand tu y as Ouais. été déjà dans ta vie. Et ça, c'est déjà Moi, un luxe, tu vois, extraordinaire. Moi, il y a deux choses. Je suis désolé de rentrer dans les détails, mais c'est un peu commun, ceux qui ont gagné un peu des sous dans leur vie et qui en avaient pas forcément à tout moment. Le papier toilette. Moi, j'achète le papier toilette le plus cher. C'est voilà, je ne ferai pas plus de commentaires, mais certains se reconnaîtront. Et deuxième truc, c'est aller à la caisse sans avoir de stress quand on est au supermarché. Et en fait, moi, j'ai atteint ce stade-là. Je le souhaite à tout le monde sur Terre. Et franchement, quand on a atteint ce stade-là, on est bien déjà, franchement. Et le reste, c'est du bonus. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour être heureux. Mais quand on atteint ce stade-là, c'est cool. Et après, bien évidemment, chacun trouvera son bonheur ou sa plénitude là où il est. Enfin voilà, il n'y a pas de truc de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est aussi peut-être un sujet qui est plus profond qu'il n'y paraît quand je regarde des podcasts et tout ça, parce que maintenant c'est vachement à la mode, et des entrepreneurs ou des gens qui ont réussi et tout ça. Et il y a toute cette frange qui est jamais satisfaite de ce qu'elle a accompli. Aussi, c'est des gens qui vont tout le temps de l'avant, et tant mieux, ils sont arrivés là de par cet état de fait, que c'est des boulets de canon, des locomotives qui s'arrêtent jamais. Mais à partir du moment où tu as quasiment tout eu, voire tout eu, entre grandes guillemets, et que tu as des gens qui ont des millions, des dizaines de millions et qui te disent « Ouais, tant que j'aurai pas 1 milliard ou mes entreprises valorisées 1 milliard, je ne serai pas arrivé à ce que je voulais et puis de toute façon, j'en aurai jamais assez », tu te dis ça, c'est un genre de fuite en avant où les gens, ils seront toujours malheureux, tu vois. Ils n'arriveront pas à se poser un minimum et se dire « Ok, j'ai accompli ça, maintenant je reviens à des choses un peu plus terre à terre, entre guillemets ». L'exemple qui me vient en tête en disant le mot terre, c'est Jigmé, de la chaîne Les Clichés de Jigmé, qui a eu un succès fou sur YouTube, plusieurs millions d'abonnés, plusieurs chaînes et tout ça. Là, maintenant, il est quelque part, je ne sais où, en train de cultiver son jardin. Il a des hectares de fruitiers, de plantes et tout ça. Et il partage ça en même temps que des trucs de cuisine. Et il vit sa meilleure vie. Et il est sorti complètement du système YouTube, etc., du game, quoi. Et c'est vrai il y a pas mal de gens aussi qui rêvent de ça, de make it pour pouvoir avoir une vie complètement simple ou déménager, amener la famille dans un autre pays ou vivre une vie voilà, tout à fait simplifiée. Mais il y a aussi toute une population qui rêve trop loin, trop fort. Et ça m'a toujours un peu dépassé de mon côté, le toujours plus, en fait. Bah, Mais en bon. fait, c'est des gens qui ont un vide et qui pensent le remplir avec des choses matérielles et en fait, ça marche pas. Et, pour être quelqu'un dont les moyens ont changé sur ces 3 dernières années, 3, 4 dernières années, je peux vous dire que si vous n'avez pas une compagne ou un compagnon qui vous remplit un petit peu, que si vous construisez pas une famille, si vous construisez pas un vrai réseau amical, en fait, tout s'achète, mais ça n'a pas la même valeur, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aimera pour votre argent. C'est pas forcément le plus intéressant. Vous pouvez vous acheter des amis, vous pouvez vous acheter des meubles et remplir votre maison, mais il y aura un vide qui est impossible à combler. Et en fait, ça a l'air un petit peu bateau de dire ça. Oui, c'est bon, Marc, on sait ta philosophie à 2 balles, mais en fait, c'est vrai. C'est difficile à dire autrement. C'est hyper vrai. Et on le voit dans la crypto où les gens deviennent riches rapidement. Parfois, hein, ils ont de la chance, un shitcoin, et puis ils deviennent riches rapidement. Et s'ils n'ont pas appris à avoir de bonnes bases et être solides, ils vrillent et généralement ils se crament très très vite. Ils se crament Ouais. financièrement, ils se Ça crament peut émotionnellement, ils se crament psychologiquement et ils sont durs à voir un an ou deux après, hein. ça peut te briser beaucoup plus fort et beaucoup plus vite d'avoir beaucoup d'argent d'un seul coup que autant que quand t'en as pas du tout, hein. Et ça, les gens se représentent pas le fait que entre le moment où tu rêves ta vie de riche,
quand tu es pauvre, entre guillemets, ou que tu as un boulot au SMIC ou quoi que ce soit, on est tous passés par là, donc on sait de quoi on parle aussi. Le moment où tu commences à avoir un peu plus de moyens, c'est aussi un stress permanent de te dire, voilà, est-ce que je change ma façon d'être? Est-ce que je vis une vie différente qui finalement ne me correspond pas? Il y a des gens qui vont aimer dépenser, d'autres pas du tout, ou qui vont, comme tu dis, se brûler immédiatement et dépenser l'argent même qu'ils n'ont pas, alors qu'ils commencent tout juste à en avoir. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet aussi qui est assez difficile à aborder, parce que Et comme tu comme, viens de le dire à juste titre, à partir du moment où tu peux commencer à peu près tout te payer dans des limites raisonnables, donc en gros une jolie voiture, un petit appartement, si tu as envie du nouvel iPhone, tu te payes le nouvel iPhone, voilà, les trucs basiques, mais que tu peux te faire plaisir en ayant une classe moyenne, on va dire, moyenne plus plus. À ouais, partir de moyenne là, plus comme tu plus dis, maintenant, malheureusement. oui, oui, oui. Ouais, enfin, j'essaie de faire une image de fond sans rentrer dans le truc où, voilà, après, on parle des millionnaires, archi-millionnaires et tout ça, Ouais, où bien c'est sûr. encore pire parce que après, tu atteins un niveau où, effectivement, tu as tellement plus de plafond où ça devient encore plus n'importe quoi. Mais par rapport à ce vide dont tu parles, si tu n'as pas une famille, si tu n'as pas une femme, des enfants, un but dans la vie, une entreprise, un boulot qui te passionne, une passion tout court au quotidien que tu appliques pour t'occuper tout court, finalement, tu as beau avoir 1 million, 2 millions, 10 millions ou quoi que ce soit sur le compte, tu vas pouvoir acheter absolument quasiment tout ce que tu veux, comme je disais tout à l'heure, dans la limite de tes moyens, bien évidemment, mais derrière, c'est pas ça qui va t'apporter quoi que ce soit. Si tu crées pas quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose qui t'anime le matin quand tu te lèves ou autour de toi ou quoi que ce soit, tu as des mecs qui, comme tu dis, ils ont presque envie de se flinguer alors qu'ils sont multimillionnaires. Donc c'est Et vraiment un truc où on fantasme énormément la vie de riche quand on est pauvre, mais une fois que tu as du pognon, tu te rends compte que tout le fantasme, la licorne que tu avais quand tu étais pauvre, ben, ça fonctionne pas en fait. C'est complètement différent que ce que tu avais pensé quand tu n'avais pas d'argent. moi, je vous le dis d'expérience, en fait, le kiff maximal, il est pas si haut, tu vois? C'est-à-dire que le moment où l'argent, ça fait le plus de bien, bah, c'est comme je dis, hein, je prends cet exemple-là parce que pour moi, il me touche personnellement parce que ça m'a fait chier quand j'étais étudiant que, d'acheter des trucs Ecoplus et cetera. Ça me faisait vraiment chier, tu vois? Et j'avais envie de bouffer des trucs un peu moins dégueulasses dans ma vie vraiment le moment où je suis allé, où tu prends les produits parce qu'ils ont l'air bien au supermarché et que tu les mets dans ton caddie et si on te demande 2 rayons après: «Ah, ce truc-là et ça coûte combien?» et tu es pas capable de répondre, ce moment-là, tu as mes kits. Et en fait, pour atteindre ce niveau-là, c'est pas des sommes hallucinantes, hein, c'est pas 10 K par mois, hein, c'est en dessous, hein, c'est grave en dessous, hein. Et le moment où, à la fin du mois, tu fais le virement à ton proprio et tu payes le loyer sans stresser et sans avoir une goutte au front, ça aussi, hein, c'est pas 10 K par mois, c'est en dessous, hein. Et en fait, le reste au-dessus, ça apporte pas grand-chose, hein. En fait, c'est tu as 80 de tout ce que tu veux avoir et pour avoir ces 20 d'expérience en plus, tu peux dépenser des millions si tu veux, mais la différence, elle est pas gigantesque, elle est pas monumentale. Et heu et c'est pour ça, moi, je vous souhaite à tous d'être, à l'aise financièrement. Après, développer d'autres choses, quoi. Informez-vous, développez une passion, développez un entourage proche de vous, mais courez pas juste après les zéros. Ça sert à rien, ça change rien. C'est clair. Et d'ailleurs, j'étais en train d'y penser aujourd'hui en tournant l'émission de ce matin, même si ça avait rien à voir et ça pourrait être le sujet d'une prochaine émission. Comme ça, les personnes qui se lancent, que ça soit dans la crypto ou dans n'importe quel autre domaine, en pensant en amont faire de l'argent. Et la plupart du temps, les gens qui viennent à quelque chose en se disant, OK, je vais le faire pour de l'argent, ça fonctionne pas. Alors que nous tous, on s'est lancé à corps perdu dans la crypto sans penser pendant 1 an, 2 ans et tout, le temps que ça se mette en place à gagner le moindre centime. Et derrière, petit à petit, c'est venu. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué que ces dernières années, que quand tu te la donnes sans penser au début à quoi que ce soit de monétisation, d'argent ou quoi, ça finit quand même, et dans la crypto, c'est un bel accélérateur pour ça parfois, à venir vers toi directement en fonction de ce que tu as donné en sens inverse. Et voilà, c'est un truc.
qui peut paraître bateau, je pense, mais qui, pour moi aussi, a quand même son importance parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi parfois. Là aussi, c'est la génération un peu TikTok, donc c'est pas forcément ceux qui nous écoutent ce soir. Je rappelle qu'on a un auditoire qui est plus 30-35 ans en moyenne sur YouTube, quand on fait une vraie moyenne en plus. Hein, donc, on n'a même pas 10% de 18-20. Et après, on est vraiment entre 25 et 35, où on a 60-70% de l'auditoire et un peu de retraités 60-70. Mais c'est vrai que ce truc de jeunes qui maintenant partent la fleur au fusil, n'ont même pas fini leurs études, et ouais, moi je vais faire ça parce que je vais faire de l'argent. Je regarde les shorts et je me dis, alors toi, tu pars pas très bien, quoi. C'est triste, hein, mais après, faut pas faire les vieux cons, tu vois. Faut pas faire le truc Non, c'est vrai générationnel. qu'on parle comme des C'est vieux. vrai que tu parles à un enfant, genre de école primaire. On a tous des neveux, on a tous des petits cousins, etc. Et c'est vrai que les gosses de 9-10 ans, moi, à mon époque, on voulait être pompier, on voulait être pilote de chasse, on voulait être médecin, on voulait être avocat. Enfin, des trucs de gamin, tu vois. Après, on l'est devenu ou pas, tu vois. Mais maintenant, les gosses, ils te disent, je veux être youtubeur. Je fais, what? Quoi? Tu veux être youtubeur? Bon, si tu veux, mais youtubeur de quoi? Et en fait, non, juste, ils veulent être connus et gagner de l'argent sur YouTube, tu vois. Et c'est chaud, hein. C'est bizarre. Après, c'est un truc d'enfant. Moi, je suis ni médecin ni pilote de chasse, et c'est pas grave. J'ai fait autre chose de ma vie et je suis plutôt content de ma vie. Donc ça change. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux donnent une image déformée de la société. On a l'impression que les gens sont tout le temps en vacances. On a l'impression que les gens font toujours du shopping, sont beaucoup plus riches que nous. Et avant, on se comparait à son voisin. Maintenant, on se compare à toute la planète. Et forcément, sur toute la planète, il y aura toujours quelqu'un de plus riche et qui a plus de succès que vous. Donc, il faut savoir avoir du recul là-dessus et l'enseigner aussi aux générations un petit peu plus jeunes, même si on n'est pas si vieux que ça. Hein. Moi, j'ai 33 ans, donc je ne vais pas faire l'ancien. Mais de dire, ça sert à rien de se comparer. Essaye d'être la meilleure personne que tu peux être. Essaye de te développer et d'être meilleur que la personne que tu étais l'année dernière. Et c'est déjà pas mal, tu vois. Et chacun sa route. Mais Et au jour le jour. Voilà, au jour le jour. Parce qu'il y a des gens aussi qui, parfois, à la vingtaine, se projettent comme si, tu vois, du jour au lendemain, ils allaient réaliser des choses extraordinaires, alors qu'ils font rien au quotidien pour essayer de faire avancer certaines choses. Donc, c'est là où c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, il y avait Charles qui disait être influenceur, mais tu dis ça en plaisantant avec le gars qui rigole, mais je crois qu'ils ont fait une étude il n'y a pas longtemps en demandant aux 18-25 là ou 18-22 ce qu'ils voulaient faire comme métier, hein. ils veulent tous être influenceurs. Donc c'est chaud. Hein. Ah ouais, enfin... mais c'est là où je me dis que le retour à la réalité, il va faire putain de mal hein, sur cette génération. Mais surtout, il faut se spécialiser, tu vois. Tu vois, nous, on fait de la vulgarisation de crypto, tu vois. Moi, je me considère pas influenceur. Hein. Bon, du fait que j'ai une activité principale qui n'a rien à voir. Toi, CM, je sais pas quelle est ta vision là-dessus, mais j'ai pas l'impression que tu influences grand monde. Hein. On passe notre temps à dire, c'est pas des conseils en investissement, faites vos propres devoirs. Qu'est-ce qu'on influence, si tu tu veux, vois. c'est plus la façon dont on est perçu que la façon dont on se perçoit nous-mêmes. Parce que pendant les 1 ou 2 premières années, j'ai jamais vu entre 2019 et 2020 le mot influenceur ni sur YouTube ni sur Twitter. Il n'y avait pas un influenceur crypto. Et en fait, à partir du moment où il a commencé à avoir le bull run, plus de projets naissants, plus d'envie de marketing et plus de sponsors, peu importe qu'on en fasse sur Twitter, sur YouTube. Nous, en général, ça a plutôt été sur YouTube. C'est vrai qu'à partir de là, on nous a qualifié du fait qu'on mettait contre rémunération en avant tel ou tel projet. Là, on a commencé d'être affublé du nom de influenceur. Mais après, c'est difficile à dire parce que du moment qu'on a un discours en public et devant une audience, on commence forcément, même sans avoir quoi que ce soit à vendre, à influencer la personne à qui l'on parle. Donc, on est tous l'influenceur de quelqu'un d'autre, ça c'est clair et net. Et il y a des marques comme Apple qui l'ont très bien compris. Quand vous entrez dans un Apple Store, est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui a essayé de vous refourguer quelque chose? La réponse est non. Ils sont là pour vous accompagner. Et deuxièmement, leur but chez Apple, c'est qu'un client qui en sort soit apte et tellement content d'être rentré là
et d'être sorti avec son dernier iPhone exactement comme Marc l'a fait, qu'il va aller le recommander à 2 ou 3 personnes derrière, de par lui-même. Allez, la Donc, secte revient. non, mais la meilleure pub pour des Apple, Tesla et tout ce qui va bien, c'est le client satisfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le meilleur influenceur de la planète, le client satisfait. Donc après, est-ce qu'on peut comparer un influenceur crypto qui de temps en temps passe un projet contre rémunération VS des personnes qui sont sur Instagram au quotidien en disant voici mon code de réduc pour HelloFresh, voici mon Ouais, code de réduc pour le maquillage, voici mon code de réduc pour vous faire liposucer, voici mon code de réduc. Et ça, c'est vraiment ceux qui font influenceur pur et dur. Il ne se passe pas un jour sur un compte Instagram d'influenceur où il n'y a pas un code de promo. C'est quotidien, c'est 100% du temps. Nous, les émissions, là, j'ai un NordVPN par mois en ce moment, depuis 1 an à peu près. On n'a pas passé en bear market, quasiment pas de nouveaux projets. Donc, est-ce qu'après, on peut nous affubler du truc d'influenceur? Allez, on va dire pendant la partie du bull run où on a un peu plus de projets peut-être, qu'on a ce truc d'un peu plus influenceur. Mais l'autre partie du temps, je dirais qu'on est des vulgarisateurs et qu'on essaie de faire de notre mieux pour donner et notre retour d'expérience en continu et faire en sorte que les choses se passent bien pour tout le monde. Mais c'est vrai que le terme Après, d'influenceur, il est aussi assez péjoratif. Alors, c'est difficile à prendre le take, tu vois, c'est pas évident. clairement. Après, tu vois, l'activité, elle est scindée en 2, voire en 3, puisque tu as la partie réseaux sociaux, genre Twitter, etc. Tu as la partie YouTube, qui est le cœur de ton activité, CM, où tu as la matinale, et c'est vraiment, vraiment c'est CM par CM chez CM. Et il y a la chaîne Twitch, où on a ces lives le lundi soir avec Manu et toi. Et moi, personnellement, j'aime pas la pub. C'est vraiment, ça me débecte. C'est pas un truc que j'accepte personnellement. D'ailleurs, je fais partie des gens qui payent YouTube Premium. Ça fait partie des petits luxes de la vie. Je suis content d'avoir les moyens de me payer YouTube Premium parce que j'ai pas de pub. Je vous juge pas, hein. Utilisez Brave, un bloqueur de pub, utilisez ce que vous voulez, ou soutenez vos créateurs en regardant la pub et en appuyant sur Skip Ad. Faites comme vous voulez. Mais moi, personnellement, la pub, je n'en peux pas. Je peux pas le truc. Donc, c'est pas un truc que je soutiens. Et donc, du fait que je suis pas trop dans ce mood-là, et en même temps, c'est pas quelque chose que tu as voulu mettre en avant, on a eu quasiment jamais en 3 ans d'émission, on doit être à l'émission 150, au moins un truc comme ça, de trucs sponsorisés sur Twitch. Et parce qu'on est dans un autre mood, parce qu'on est là pour partager et que c'est pas le cœur de l'activité de la chaîne CM. Et du coup, bah, ça rapporte, ça rapporte un kebab et demi par semaine. C'est ça, ça doit être ça, les revenus de Ouais, bah là, en ce la chaîne moment, on Twitch. tourne à 150, $200 par mois. Donc, Ouais, ouais, bon, bah voilà, c'est bon, un peu plus qu'un kebab, ça dépend. Un kebab de luxe à Dubaï, peut-être, mais avec les enfin, petites feuilles d'or. avec les petites feuilles d'or, mais c'est pas un truc de ouf. Et d'ailleurs, en toute transparence, Manu et moi, on ne participe pas à la rémunération de ce truc. On le fait, on n'a pas besoin d'être payé là-dessus et depuis le début. Et on voulait pas faire des comptes d'apothicaire. Il y a tellement peu d'argent qu'on va pas se dire bon, CM, tu me fais un virement de 62 euros ce mois-ci, s'il te plaît, pour ma participation sur Twitch. C'était pas du tout le mood et c'est pas comme ça c'est pas notre relation. Et, et donc voilà, moi l'influence, c'est pas sur Twitch. Je pense pas qu'on puisse nous taxer d'influenceurs. Par contre, j'assume à 100% de vous vendre des hardware wallets. Alors moi, j'utilise Ledger, donc je vous vends Ledger, mais même si je suis pas hyper fan de la boîte Ledger, j'assume de vous vendre Rabi, mais en même temps, on n'est pas payé pour le faire. Donc est-ce que ça compte? Ça compte pas, je sais pas. Mais en tout cas, pour votre sécurité, j'assume de vous donner des conseils que j'applique à moi-même et que je pense qui sont pour votre bien entre guillemets. Donc ouais, c'est cette influence-là, je continuerai de l'avoir sans problème. Et vous influencer à faire vos devoirs, j'assume sans problème. Après, voilà, c'est vrai que, comme je dis, il faut peut-être scinder pour influenceur en tant que tel la période effective de bull run où tu as plus de projets qui arrivent, tu as des projets qui se démarquent, des projets qui montent en puissance. Et au quotidien, puisque j'ai fait une quotidienne pendant 2 ans plein, 700 ou 800 jours, je me suis jamais emmerdé une seule fois. Et notamment en 2020-2021, il y avait toujours un truc à raconter, un nouveau truc qui sortait. Enfin, c'était assez extraordinaire comme période. Donc après, Clairement.
bon, nous, on essaie quand même de, comme l'a dit Marc, toujours avoir ce côté le plus bienveillant possible. On est malgré tout dans un domaine financier où il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Et on l'a vu, que ce soit avec les hacks, les scams ou tout ce qui va bien, il y a plus de perdants parfois que de gagnants, c'est clair et net. C'est pas que parfois, d'ailleurs, c'est les statistiques qui le disent. Et encore plus pour ceux qui vont faire du trading avec levier, n'en parlons même pas. Je pense que à la fin, on tombe sur des statistiques complètement catastrophiques entre gagnants et perdants. Mais bon, c'est vrai qu'à partir du moment où on est une chaîne qui n'avons pas de groupe payant, on n'a pas de groupe VIP, on n'a pas de formation, on n'a pas de groupe Telegram ou de signaux ou de je ne sais quoi. Ben, pour faire vivre la chaîne, voilà, c'est le modèle de rémunération que personnellement j'avais choisi pour YouTube. Je pense que de faire peser le poids financier sur un annonceur qui accepte de me payer moi pour parler un petit moment, 5 minutes de son projet, une fois qu'on a fait la due diligence, c'est-à-dire qu'on a passé en revue que le projet, c'était pas un scam, que la team, ils n'avaient pas fait des trucs chelous, qu'il y a un audit qui a été fait, etc. C'est clair que derrière, de temps en temps, il y a des projets qui sortent du lot et ça serait dommage aussi de notre côté de ne pas pouvoir vous en parler. Et au passage, quand on peut prendre notre petit billet, comme je viens de vous le dire, comme on n'a aucune autre rémunération autour par rapport à cette activité, bien évidemment que je le prends. Quand j'accepte un sponsor NordVPN, bon, ça peut-être pas à voir direct avec la crypto, mais je vais pas leur dire, je vais vous le faire gratos. Eux, ils gagnent, moi, je Ça n'a gagne. pas de sens. Et la personne qui utilise NordVPN en passant par mon lien à moins 60, il gagne aussi. Donc, c'est vrai qu'après, ça peut être un modèle qui est critiquable parfois, les liens de sponsors, l'influenceur et tout le tutti quanti, mais c'est aussi le modèle le plus fair à ce jour de rémunération qui ne fait pas du tout peser le poids sur le public. On ne vous fait pas payer un abonnement et on n'est pas Pour moi, c'est pas la même voilà. chose, tu vois. C'est personnellement, après je comprends, de toute façon sur YouTube ou sur Twitch, t'as même pas le choix. Tu peux pas enlever les pubs. Et d'ailleurs, si vous avez vu une pub avant d'arriver dans ce live, sachez que c'est pas notre faute. On aimerait les désactiver parce que ça nous rapporte tellement peu de toute façon qu'on en a rien à faire et on n'aime pas ça. Mais on ne peut pas sur Twitch enlever les pubs en tant que créateur de contenu. Sur YouTube, tu peux pas vraiment enlever la monétisation parce que de toute Et façon, YouTube, sinon il vaut mieux la laisser l'algorithme en te plus. tue. Ouais, il vaut mieux Voilà. la laisser, ouais. Parce que sinon, l'algorithme, il te tue, parce que YouTube, ils ont rien à gratter. Donc, pourquoi ils mettraient ta vidéo en avant et tu te retrouves à faire un dixième des vues que tu fais d'habitude. Donc, tu es obligé de la laisser en tant que créateur de contenu. Sinon, tu produis un contenu que personne ne voit. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, tu es obligé de la laisser. Après, moi, je préfère les sponsors que quand c'est bien fait, quand c'est bien sélectionné, que tu parlais de ce travail de sélection, les gens ne se rendent pas compte que 99,9% des projets, ils se prennent un nom, tu vois. Ils se prennent un c'est mort, j'ai pas envie d'en parler à mon audience. Et c'est un petit peu sélectionné quand même. T'as pas vraiment de placard dans le tiroir. Enfin, de squelette dans le placard. Je sais pas quelle est l'expression placard dans le tiroir, ça veut dire squelette dans le placard là-dessus. Je pense que 99% de tes sponsors, elles se sont bien passées. Au final, c'était des projets assez legit qui ont fini par délivrer des trucs. Après, est-ce que le token est monté, descendu? Ça, c'est la vie d'investissement. Cette personne peut le prévoir de toute façon, sinon on serait tous milliardaires. Mais ça, au moins, ça a un rapport avec le schmilblick. NordVPN, bon, pourquoi pas, de toute façon, moi je l'utilise, je suis client, donc pourquoi pas. Mais après, quand on parle de projet, j'aime bien qu'on parle de trucs qui ont un rapport. Tu vois, si Ledger, c'était pas des gros radins, avec toute la pub et tous les Ledgers qu'on a vendus, franchement, il ferait mieux, au lieu d'aller sponsoriser des bolos qui font des NFT I2, il ferait mieux de nous filer 2-3 milliers d'euros par an pour qu'on fasse des giveaways de Ledger à la communauté et qu'on protège les gens, tu vois. Et au lieu de ça, ils essayent de... Enfin bref, c'est vraiment une entreprise dirigée par des idiots. Et ça, je l'assume à 100%. Mais après, ils font des bons produits et on recommande les produits. Comme quoi, une entreprise, c'est pas forcément ses dirigeants, quoi. Ouais, donc voilà, j'espère qu'on aura répondu un peu plus largement par rapport à ces trucs d'influence ou quoi. Je vois dans le chat que pour une majorité, vous nous trouvez pas influenceurs, qu'au contraire, on est plutôt vulgarisateur. Et je pense que l'immense majorité du temps, c'est dans tous les cas ce qu'on est. Et comme tu disais, Marc, sur Twitch, c'est du 99,9 où on a dû avoir une fois ou deux
où c'était une émission qui avait été soutenue financièrement et ça avait été annoncé en tant que tel. Donc, comme tu dis, sur 150 émissions, on en a peut-être eu une ou fait deux. 4, ouais. Ouais, voilà, ça Avec fait un grand ratio max. ça fait un ratio qui est tout à fait honorable, je pense. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou là-dessus, c'est exactement pareil sur Twitter. Il y a des gens qui pensent qu'à chaque post qu'on fait, on va gagner des sous dessus. Mais clairement, Twitter, c'est pas un endroit qui se prête à être sponsorisé extérieur. C'est pas génial. Et les quelques Non. annonceurs qui essaient, en général, en reviennent bien assez vite. C'est pas un truc qui est worth it de sponsoriser Twitter. Bah, c'est Sans, pour ça que à la c'est pas rigueur, un si réseau tu as une chaîne social qui est YouTube, rentable, hein. Elon ouais. Musk, il a payé trop cher sa merde, hein. Parce que Ah non, 44 ouais, millions, c'est clair. c'est franchement, c'est parce que déjà la pub sur Twitter, ça me saoule. Enfin, bon, ça me saoule en général, mais enfin, à quel moment dans votre vie vous avez vu un tweet sponsorisé et vous vous êtes dit ah ouais c'est cool, vas-y j'achète. Enfin, ça n'est jamais arrivé, les amis. On scrolle et puis on fait comme si on l'avait pas vu. YouTube, ça s'y prête mieux, hein. Moi, je pense que le meilleur réseau pour faire de la pub, c'est YouTube. Ouais, YouTube, c'est cool. Puis quand tu animes une quotidienne ou peu importe, hein, même si je faisais qu'une émission par semaine, ça te permet quand même, notamment quand on présente un projet, comme tu disais, de passer 5 minutes, 10 minutes si on a envie. D'ailleurs, il y avait des personnes, des fois, qui se plaignaient dans les commentaires sur YouTube, mais c'est pas récent, hein, ça remonte à un peu plus longtemps, que les sponsors duraient trop longtemps. Genre sur une vidéo de 20-25 minutes, le sponsor durait 5-7 minutes. Mais moi, j'ai toujours pris ce temps, en fait, déjà par respect pour le projet dont tu acceptes le sponsor, puisque comme tu dis tout à l'heure, on essaie de trier sur le volet et quand on reçoit sur une boîte aux lettres mail une centaine de projets, on va en garder un ou deux en général. C'est à peu près ça le ratio et encore. Et c'est vrai que quand tu as une personne à la fin qui malheureusement ne comprend pas que c'est déjà d'un intéressant pour la communauté de découvrir un nouveau projet et deuxièmement, c'est pas quelque chose qui va lui nuire puisque quand on est sur YouTube, on peut pousser la réglette, on peut avancer de quelques minutes. Voilà, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de faire et qui, une fois de plus, permet à la communauté qui est friande de découvrir des nouveaux projets, d'en avoir, et tout en bénéficiant d'un contenu qui est 100% gratuit. Et ça aussi, c'est quelque chose, par contre, que j'ai vu apparaître dans les commentaires un peu plus récents en bear market. Il y a des personnes qui commencent à se lasser de ne pas avoir de présentation de nouveaux projets. Mais là aussi, c'est tout à fait inhérent à la phase de marché qu'on traverse. On ne peut pas vous sortir des projets de notre fondement, pour être poli. Bah, le truc, c'est qu'on est hyper sélectif. Et moi, sur la chaîne, je sais que je suis plus sélectif sur ce que je dis et ce que je présente sur Twitch que ce que je présente sur X, par exemple. Sur Twitter, j'ai une audience qui est déjà un petit peu plus avancée, entre guillemets. Et je sais pas, c'est pas du tout condescendant avec les gens qui écoutent sur Twitch, mais sur Twitch, faut que le public est plus hétéroclite, on va dire. Il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui sont très avancés. Enfin, voilà, alors que sur Twitter, j'ai l'impression que les gens qui me suivent sont un petit peu plus pointus, entre guillemets. Donc, je me permets de présenter des choses qui sont un petit peu moins matures, qui vont être parfois des opportunités plus intéressantes en termes de rendement, mais qui présenteront plus de risques. Alors que sur Twitch, je m'auto-censure beaucoup là-dessus. Et il faut savoir calibrer un petit peu ses audiences, quoi. Et c'est normal. Selon l'audience et l'endroit, on va pas avoir exactement les mêmes discours. Ouais, tout à fait d'accord. Et Je vois du qu'on coup, on en est est ultra à... sélectif. Et pour parler d'un truc sur Twitch, il faut que ce soit VT, reVT, Ouais, c'est vérifié, clair. audité, suraudité. Enfin, moi, je vous parle pas des trucs dans cette émission où quand je faisais mon truc sur YouTube et finalement, j'ai pas eu le temps de le faire plus que ça. Je vous parlais de trucs où je vous en parle les yeux fermés, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a zéro risque, hein, bien sûr. Mais je pense que, selon mes recherches, on était sur un truc plutôt tranquille, quoi. Ouais. Je vois qu'on en est à plus d'1 heure et demie. On va prendre une ou deux petites questions pour clôturer et ça Bah oui, mais sera pas c'est mal bien de me pour vous. retrouver, les amis. Moi, j'ai pas vu le temps passer, hein, franchement, hein. Pareil. C'est sympa de passer du temps avec vous. On a un peu philosophé, on a un peu fait café du commerce.
Voilà, vous pourrez le regarder en rediffusion sur YouTube en faisant autre chose le matin, en faisant votre sport, par exemple. Ouais. Et c'est plutôt sympa. On salue tous ceux qui nous écoutent sur le chemin du travail, tous ceux qui nous écoutent à la salle de sport. On sait que vous êtes nombreux qui nous écoutent au travail avec une seule oreillette, un petit peu comme ça, et qui parlent à leurs collègues et qui écoutent l'émission. On vous voit, on a fait partie de vous quand on était encore dans un travail et qu'on vivait pas de notre passion pour le moment, même si peut-être votre travail est votre passion, bien sûr, mais on a vous avez toute notre affection. Tout à fait. Je regarde un peu les questions. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait eu ça aussi, je vous avouerai que j'ai pas du tout creusé, une vente de cartes Pokémon sur Polygon, mais c'était des reveals de cartes, en fait. Je ne sais pas, j'ai Ouais, mais aucune idée. pareil, j'ai rien compris. Est-ce que c'était des reveals de cartes IRL qu'ils ont converties en NFT et qui ont la valeur par rapport à la carte IRL? Ou est-ce que c'est du gros flambi en mode on a fait des fausses cartes enfin, Non, non, dans non. tous les cas, c'est pas la Pokémon Company qui est derrière. Donc là, vous risquez gros. Hein. Ah, c'est pas la Pokémon Company? Parce que Polygon, ils Non. sont très forts en partenariat, hein. Tu sais, ils ont fait du Ouais, Coca-Cola, mais je crois que ils c'est ont pas tout fait. l'officiel. Hein. Ah, si c'est pas l'officiel, vas-y, on n'en parle pas. C'est bon, merci, au revoir. Fin de la discussion. Parce que Nintendo, les amis, en fait, il y a deux compagnies dans l'entertainment qu'il ne faut pas emmerder. Un, c'est Nintendo, deux, c'est Disney. Si vous faites de la contrefaçon Nintendo Disney, vous allez avoir des avocats très très rapidement au cul. Et vraiment, ils ne sont pas réputés pour déconner. Donc, franchement, la Pokémon Company ou faire des Mario sur la blockchain, c'est mauvaise idée. Hein. Faites pas ça. Ça va pas. Et je dirais le trio gagnant, c'est Disney. Ouais, bah Disney, c'est vénère. Hein. Ouais. Mais du coup, à voir, mais je pense pas que ça soit très officiel et ouais. Non Ouais, officiel, Pokémon, si c'est de la contrefaçon, n'y allez pas, les amis. De toute ouais, façon, c'est ouais, ouais. illégal. Il y a des artistes qui travaillent. Alors, je sais que la Pokémon Company, ils ont des milliards et ils nous sortent le même jeu pourri sur Switch chaque année avec des graphismes. Franchement, ça fait honte. Mais ça reste des gens qui travaillent et qui ont leur propriété intellectuelle. Et ne soutenez pas la contrefaçon, les amis. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Si vous avez envie de soutenir de plus petits artistes et d'autres trucs que Pokémon, il existe plein de mangas de niche, il existe plein d'animés de niche, plein d'artistes qui galèrent et qui seraient très heureux de recevoir votre argent. Mais dans tous les cas, n'allez pas dans la contrefaçon. C'est mort. Franchement, c'est inacceptable. Et on clôturera avec Dorad69 qui nous dit à quoi sert un Gnosis Safe? Eh ben, c'est très simple, hein, c'est un multi-signature et qui te permet en gros d'être à plusieurs. D'ailleurs, nous, il n'y a pas si longtemps, on a eu besoin d'en monter un, sans rentrer dans les détails. Et du coup, ça te permet de mettre des personnes que tu connais ou même toi-même avec plusieurs clés que tu voudrais répartir dans différents endroits pour te sécuriser de signer à, je crois que c'est 3 le minimum, c'est ça, ou 2? Je ne sais pas quel est le Tu peux minimum. avoir 2, c'est un peu limité, mais Ouais, généralement, c'est conseillé de faire au moins 3, c'est-à-dire 2 sur 3. Mais voilà. tu peux faire un multisig d'1 sur 1. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais potentiellement, le smart contract te le permet. Mais généralement, c'est 3. Hein. C'est 2 signatures permettent d'effectuer une transaction. 2 sur les 3. Et Et après, donc ça voilà, peut ça te être autant que permet tu veux. en cas de défaillance d'une des parties d'avoir à minima 2 qui permettront de débloquer. Et après, bien évidemment, tu peux en mettre plus. Hein. Tu peux faire un 2 sur 4, 3 sur 4, 3 sur 5, je crois, 3 ou 4 sur 5, etc. Hein. Bah, il y a plein de configurations qui sont assez répandues dans la communauté. Quand on commence à avoir un peu des sous, généralement, c'est mauvaise idée de l'avoir sur un MetaMask déjà. Bon, avoir MetaMask, c'est mauvaise idée, mais ça, je vous l'avais compris, c'est la troisième fois que je le dis dans l'émission. Si vous utilisez encore MetaMask, là, ça va être compliqué. Mais avoir juste ce qu'on appelle un hot wallet, un wallet chaud, je ne sais pas comment on traduirait ça, un wallet à chaud, je pense que ce serait mieux que wallet chaud. Euh, euh, c'est mauvaise idée parce que vous cliquez sur le mauvais lien, vous perdez l'accès à votre ordi, enfin à votre site, etc. Vous perdez votre argent. Au niveau sécurité, c'est pas ouf. Donc généralement, on a un hardware wallet, donc un ledger, et
si on veut aller au-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont un mix, c'est-à-dire ils ont 2 ledgers, un hot wallet et en 2 sur 3. C'est-à-dire ils ont leur hot wallet et ils font une double signature, leur hot wallet et leur ledger chez eux. Donc à chaque fois, ils doivent signer 2 fois, mais au moins ça couvre le truc. Et la troisième clé, ils l'ont ailleurs. Ils l'ont sur je sais pas, un truc qui est peu accessible et qui est difficile d'accès pour eux. Et il est conseillé de faire une rotation des clés. C'est-à-dire que le hot wallet, vous pouvez le changer régulièrement. Le ledger que vous avez près de vous, vous pouvez le changer régulièrement. Le ledger qui est moins accessible, qui est vraiment cold, vous pouvez le changer. Et en fait, faire une rotation régulière des clés, ça permet que si vous perdez un ledger, c'est pas trop grave. De toute façon, vous avez les 2 autres clés normalement. Et il y a plein de configurations qui sont possibles. Ça dépend de chacun. À chacun de définir sa propre manière de se protéger. Et en fait, ça fait partie de la sécurité de ne pas révéler comment vous vous protégez vous-même. Donc, n'allez pas en parler aux autres. Donc, à chacun de faire ses propres devoirs là-dessus, là, cette fois pour de vrai. Mais c'est vrai qu'on vous le souhaite. Quand vous atteignez un patrimoine relativement important, c'est plutôt bonne idée de passer sur des configurations multisig. Ouais, et pour clôturer, il y avait Stellar qui demandait ce qu'on pensait du wallet argent. Ben, ça continue de dev et c'est C'est un très des bien. très bons élèves des wallets qui d'ailleurs est lui-même un hybride qui te permet de récupérer si jamais tu pommes ta seed, ça permet, Ouais. ou même ton téléphone, ça permet de récupérer par un semblant de. Je sais plus d'ailleurs, ils n'utilisent pas le MPC à Argency. J'ai pas l'information. Je t'avoue, j'ai pas Parce l'information. que Je sais que eux, la ils ont une dernière clé. fois, C'est un 2 ouais, sur 3 et eux, ils ont une clé. Et du coup, si tu perds ta clé, ils peuvent signer à ta place pour récupérer les fonds. Il y a un système de recovery et tu peux mettre en place ce qu'on appelle un guardian. Normalement, tu as un guardian qui est un ouais, copain à c'est toi. ça. Et Parce eux, qu'en ils fait, ont l'autre clé. la Voilà. dernière fois, on en avait parlé en même temps que Swissborg, qui eux utilisent le MPC et qui permettent aussi de faire cette fameuse recovery. Mais c'est vrai que Argent, c'est encore un peu différent. Mais clairement, c'est des solutions qui sont amenées à vraiment se développer et qui permettront plus tard à tout à chacun de plus du tout avoir ce stress d'une perte potentielle à cause du wallet ou de l'acide ou que sais-je. Alors, on me pose la question et je vais être assez transparent là-dessus. Tu as totalement lâché Frame, Marc. C'est vrai que pendant longtemps, je vous ai fait la pub du wallet Frame. Je n'en fais plus la pub pour une raison, c'est que c'est un wallet un peu pointu qui est orienté pour les développeurs. Et aujourd'hui, même moi, ça veut rien dire. C'est pas, je suis pas plus malin que les autres, mais personnellement, mon wallet principal, celui que j'utilise au quotidien maintenant, c'est Rabi. Et en toute transparence, je vous le dis parce que j'ai fait une connerie pour la première fois, comme quoi, bon, après c'était une transaction test, donc j'ai pas trop perdu, mais pour la première fois, j'ai envoyé des tokens à l'adresse du smart contract token. Tu vois, c'est à l'adresse du smart contract du token au lieu de l'envoyer là où j'avais envie de l'envoyer. Et du coup, ça m'a saoulé. Bon, c'était une transaction texte, donc j'ai perdu $100, ce qui est quand même pas mal d'argent. Hein. J'aurais pu faire un test avec $1. Mais bon, ça m'apprendra. Ça me fait mes propres devoirs. Et du coup, ça m'a saoulé parce que ça ne peut pas arriver avec Rabi. Parce que Rabi m'aurait mis une alerte immédiatement. Mec, tu es en train d'envoyer de l'argent au token du smart contract, tu es sûr d'avoir envie de faire cette connerie. Et du coup, ça ne serait pas arrivé avec Rabi. Donc, ça m'a saoulé. Et donc, j'ai désinstallé Frame et j'ai installé Rabi Desktop. Je vous conseille l'application Rabi qui est encore mieux que l'extension Rabi. C'est un coup à prendre, mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est vraiment super. Mais par contre, j'utilise encore Frame, mais je l'utilise sur le MacBook que je vous ai montré tout à l'heure, qui est mon truc de développement. Pourquoi? Parce que chez AV, on travaille avec ça et que c'est standardisé. Et aussi parce que Frame est très bien quand on est développeur et qu'on travaille sur des réseaux de dev, des réseaux testnet, même si les testnets sont accessibles sur Rabi maintenant. Mais si on a envie de forker Ethereum pour voir si une AIP, comment elle se comporte, etc. Tous ces trucs très avancés qui ne concernent quasiment personne et aucun utilisateur normal, Frame est supérieur encore aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, je soutiens et je fais la pub de Rabi parce que ça convient à 99,9% des gens. Et je pense que c'est la meilleure solution qui existe actuellement. Sur l'ordinateur, il n'existe pas de wallet Rabi mobile. Si vous le trouvez sur l'Apple Store, a priori, il n'y a pas de chance. Mais si vous le trouvez sur le Google Play Store, c'est une arnaque qui va vous voler votre argent. Donc, n'installez rien qui s'appelle Rabi sur le mobile, puisque ça n'existe pas. Sur le mobile, je recommande, on a parlé d'argent, c'est plutôt sympa. Je recommande le Coinbase Wallet, qui est très bien, franchement, de très bonne qualité. Et je recommande également Zerion, qui est un wallet qui est un petit peu moins connu et qui est vachement bien aussi. Franchement, je le recommande sans problème. Donc, ça se présente comme ça. Et vous avez accès à vos NFT, à votre historique, etc. C'est plutôt sympa. C'est pas mal. Donc, Zerion sur mobile. Le reste, je recommande pas. Voilà, tout simplement. Rainbow, c'est de la merde, par exemple. Je trouve que c'est à chier, ce wallet. Mais vraiment, hein, je comprends pas la hype. Tout le monde a installé Rainbow parce qu'ils avaient des iPhones et c'était le meilleur sur iPhone, j'ai l'impression. Mais en vrai, c'est à chier. Hein. C'est nul, Rainbow. Zerion, c'est utiliser Zerion et vous allez désinstaller rapidement Rainbow de votre téléphone. Hein. Ouais, et pour clôturer les narratives hype du moment, personnellement, j'ai rien d'extraordinaire. On avait eu le début de IA/blockchain 6-9 mois en arrière. Pour l'instant, c'est pas foufou. Et après, pour le moment, il n'y a vraiment pas plus. Hein. C'est un bear en bonne et Non, due forme. ouais. Là, on est dans On la se phase fait d'ennui. chier. Hein. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle la phase d'ennui et c'est ça pour de vrai. Donc, tu as deux, trois influenceurs, mais là, cette fois, c'est les influenceurs un peu cracra qui essayent de vous faire acheter et vendre leurs shares sur Friendtech ou les forks de Friendtech. Ça, franchement, ça me saoule. C'est sans intérêt. Et voilà, ils sont là à se toucher le zizi sur X, franchement, sans aucun intérêt. Restez loin de ce truc, c'est assez saoulant. Et sinon, bah, les bosseurs continuent de bosser, les applications qui marchent continuent de marcher, et ça travaille tranquillement. Bah, on attend le printemps 2024, le pré-halving, comme on dit, et puis l'année 2024, la baisse des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Pour l'instant, le film suit son scénario, on va dire. Et oui, les fameux d'airdrop, mais les airdrops, il faut arrêter. Franchement, c'est épuisé jusqu'à la moelle. Je pense pas que. Enfin, moi, si j'avais un projet et que je ferais pas d'airdrop, hein. C'est plus de donner pourquoi pour donner à des robots qui ont farmé avec 100 000 comptes. Au bout d'un moment, ça a lâché l'affaire, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Tu distribues ton jeton de gouvernance ou les actifs de ton projet à des gens qui vont juste aller le dumper. Pour moi, c'est sans intérêt, vraiment. Je pense qu'on a fait le tour des airdrops. Et j'étais relativement. Pourtant, c'est un bon projet, mais je crois qu'ils ont été radins ou alors ils veulent le faire en plusieurs phases. Mais Connext, moi, ça valait 92 $, hein, je crois. Hein. Je sais pas combien ça. Si vous l'avez claimé, à combien vous l'avez vendu. Mais genre, j'ai jamais eu un airdrop comme ça, quoi. 92 $. Genre, bon, je vais pas cracher dessus, hein, c'est quand même presque 100 balles gratuit. Donc, merci. Mais pourquoi donner cette somme, quoi. Soit on donne 0, soit on donne plus. Ça m'a semblé un petit peu bizarre, quoi. Mais bon, Clair. je l'ai gardé pour l'avenir. Je sais pas. Je sais pas si tu en avais parlé avec Manu dans les émissions précédentes du airdrop de Connext. Je sais plus. C'était Je pense que oui. 300 $. Ah bah j'étais en voyage. Bon, ça a été divisé par 3. Bon, bah voilà, c'est la vie. Bon, 300 $, ça va, c'est acceptable, c'est cool, 300 $ quand même. Ça te paye les AirPods Pro c'est ça, hein, j'ai payé au moins 200 et quelques. Hein. Ouais, je crois que c'est 279, ouais. Putain, votre religion, elle coûte cher, les amis. Hein. Ah, ben ça. Quand tu rentres dans la secte, tu te fais. Tu sais, t'es dans les sectes un peu chelous où il faut dépenser de l'argent pour monter en niveau, là. Attention, hein. Ça fait un peu peur. Hein. Il faut appeler les services spéciaux. Hein. Ouais. On va finir tous comme Raël à l'époque,
Je sais même pas ce qu'il Voilà, est devenu. voilà, c'est ça. Je cherchais le nom, les Raéliens. Moi, je pense qu'il est Les en prison, le Raéliens. pauvre, hein. Voilà, les Raéliens où il fallait dépenser, il fallait donner 10%, 20%, 30% de son salaire pour gagner des niveaux et avoir sa place dans la secoupe volante. Ouais. Ah là là. Heureusement, c'est un peu fini ces trucs-là, hein. C'est plus années 80-90, les sectes. Ouais, c'est vrai, ouais. Maintenant, on a TikTok, c'est vachement mieux, n'est-ce pas? TikTok, ça t'aspire le cerveau à la paille et les gens, ils s'en rendent même pas compte. Ah ouais, non, TikTok, c'est sale, hein. Bon, bah, sur ces bons mots, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ça a Ouais, été un vrai plaisir de vous retrouver, les amis. Je vous salue, ceux qui nous regardent sur YouTube en rediffusion. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois avec l'équipe au complet, avec notre confrère Manu qui reviendra. Et c'est la vraie rentrée la semaine prochaine, hein. c'est clair. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont sub et qu'on n'a pas vu en cours de route parce que ça a été une émission assez chargée. Et vous aurez le replay qui est disponible sur Twitch immédiatement. Et demain, 9h, autour de YouTube. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.